Bonsoir à tous. Donc, je suis Stéphane Schulz. J'ai le grand honneur d'être le maître de cérémonie aujourd'hui. Donc, je suis consultant, je ne suis pas journaliste. Je travaille sur les sujets de la logistique et des transports depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, j'aurai un rôle un peu particulier. Alors, en collaboration avec Anna Lenzner qui est là, on va essayer de rendre ce temps qu'on a ensemble, donc jusqu'à 20h30, le plus agréable et le plus instructif possible. Donc moi, en essayant de poser des questions intelligentes, et puis Anna Lenzner, donc, qui est illustratrice et facilitatrice graphique, je vais y arriver, c'est un bon exercice, qui va illustrer à la volée ce qu'on va se dire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, ça va nous obliger à être cohérents aussi, puisque cet exercice de facilitation graphique, il ne fonctionne pas quand on n'est pas cohérent, quand on ouvre des portes qu'on ne ferme pas. Donc c'est un challenge pour nous aussi, on va essayer de le relever. Donc aujourd'hui, on a un programme assez riche, même très riche. On va avoir dans un premier temps donc une présentation par Laetitia Dablan, qui est directrice de recherche à l'IFSTAR, donc qui dépend de l'Université Paris-Est. Donc Laetitia va nous parler de logistique urbaine, politique, transport et environnement. Elle va nous présenter une nouvelle chaire, qui est la chaire qui s'appelle Logistic City. Donc vous avez normalement reçu ce document à l'entrée. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le récupérer. Donc c'est le livre blanc qui est le numéro 0 en fait de cette chaire. Mais dans quelques minutes, donc Laetitia Dablan va nous présenter cette chaire. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir un débat que j'animerai donc avec Jean-Louis Etienne, avec Corinne Lepage, avec Meka Brunel et Jonathan Seban. Jonathan Seban, donc de la Sogaris, qui nous accueille aujourd'hui. Et justement, on va avoir quelques mots d'introduction de Marie Leverne, qui est directrice de la communication de la Sogaris. Vous pouvez l'applaudir pour lui mettre la pression. Merci. Je reviens tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici, dans ce lieu, dans cet atrium. Et je suis ravie de le faire au nom de Sogaris, de mes collègues et de notre conseil d'administration. Sogaris existe depuis 50 ans avec une mission centrale, désengorger, désenfumer le Grand Paris. C'est la genèse de notre plateforme logistique de Rungis. Depuis quelques années, nous avons fait le choix de concentrer notre stratégie, notre réflexion et de travailler sur un réseau axé sur l'urbain. Nous en avons tiré un savoir-faire et des connaissances que nous approfondissons sans relâche et qui s'accompagnent, je dois le dire, puisque c'est aussi mon travail, d'un vrai travail de conviction sur l'avenir de nos villes et sur l'avenir de notre planète. Et c'est finalement cela qui nous a conduits à imaginer assez naturellement ce nouvel événement pour Sogaris. Campus 360, c'est au fond l'envie de partager, d'échanger avec l'ensemble des acteurs qui souhaitent construire avec nous la logistique urbaine de demain, qui souhaitent aussi, pour ceux qui la connaissent un peu moins, mieux l'appréhender. Et c'est la volonté de croiser les questions relatives au développement urbain, à l'environnement et à l'impact économique et social de cette nouvelle activité qui va transformer durablement nos villes. Un campus donc parce que nous allons apprendre les uns des autres et puis parce que nous allons partager des connaissances. Et je tiens à mon tour à saluer Laetitia Dablan, donc la directrice de recherche de l'IFSTAR, le laboratoire de l'école des ponts et chaussées, qui présentera la chaire Logistic City. Vous allez le voir, c'est un cours accéléré de logistique urbaine. Et franchement, si vous n'y connaissez rien et que cela vous intéresse, eh bien, normalement, vous aurez 20 sur 20 à la fin de la soirée. Campus 360, parce que l'idée, c'est d'appréhender la logistique urbaine sous toutes ses coutures. Et donc, nous allons faire ce soir notre révolution, au sens propre du terme. C'est-à-dire que nous allons faire le tour de notre sujet, le tour de notre savoir, le tour aussi de notre écosystème.
Et autant vous dire que peut-être que ce soir, ça ne suffira pas, mais qu'on aura plaisir, si ce rendez-vous vous a plu, à recommencer l'année prochaine. Quelques mots enfin sur le thème de cette soirée. La logistique urbaine peut-elle sauver la planète? Ça peut paraître prétentieux, ou alors se dire qu'on a pris l'air du temps, mais la réalité, c'est que pour Sogaris, c'est quelque chose de profond qui nous est chevillé au corps, je vous l'ai dit, depuis 50 ans, et que ça nous colle à la peau parce que nous pensons que l'environnement est partout, parce que l'urgence s'impose à tous. Nous aborderons avec nos invités les questions soulevées par la logistique urbaine du XXIe siècle. Quel modèle de logistique pour quel modèle de ville? Et finalement, quel modèle de ville pour quelle société? Des invités, nous l'avons dit, prestigieux, des experts, mais pas que, en fait, des citoyens engagés, des personnes qui sont ancrées dans les réalités. Un plateau qui va des pôles, cher Jean-Louis Etienne, aux métropoles, avec Mika Brunel, Corinne Lepage et Jonathan Seban. Stéphane vous en dira encore un peu plus tout à l'heure, si c'est nécessaire, mais je pense qu'on commence à bien les connaître. Il ne me reste plus qu'à remercier WeWork pour son accueil, remercier aussi Gabin et Jean pour leur efficacité, leur professionnalisme. Ce sont les petites mains qui permettent de faire de grandes choses. Vous rappelez le hashtag de la soirée 360 par Sogaris et vous souhaitez un excellent moment à toutes et à tous. Merci. Merci Marie. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Laetitia Dablan, donc directrice de recherche à l'IFSTAR, urbaniste et chercheuse. Je précise que aujourd'hui vous allez écouter plein de gens intéressants, mais vous êtes aussi intéressants, donc on sera intéressé par avoir vos questions. Et donc suite à la présentation de Laetitia Dablan, il y aura une première séquence de questions, donc préparez-les, n'hésitez pas, soyez pas timides. Et ensuite, donc après le débat, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions et justement de lancer le débat. Merci, à tout à l'heure. Merci Stéphane, merci beaucoup Marie, merci Sogaris pour l'organisation de tout ceci. J'ai bien entendu qu'on allait vous solliciter pour des questions. Moi, je vais vous faire un cours, comme on a dit, mais j'essaierai de faire quelque chose qui soit plutôt amusant, mais essayez de bien regarder les écrans. On aura 4 écrans pour vous. J'ai quelques petits chiffres sur lesquels portera l'interrogation finale. Non, il n'y aura pas d'interrogation. Mais voilà, je voulais vous montrer, je voulais profiter de cette petite période de présentation pour vous donner quelques résultats de recherche récentes également, tout en vous présentant les objectifs de notre chaire, qui est donc officiellement lancée ce soir. Voilà, donc je vais vous présenter cette chaire, on l'a appelée Logistic City. Ça vous donne un petit aperçu tout de suite du côté international de cette chaire. On va faire pas mal de recherches sur les grandes villes dans le monde, mais on sera aussi très ancré sur la métropole parisienne. On aura 2 grands thèmes de réflexion, et ça me donnera l'opportunité de vous parler du contexte qui entoure toutes ces questions importantes. D'abord de l'immobilier logistique urbain, les entrepôts. C'est un terme banal, mais qui recouvre beaucoup de choses nouvelles. Vous avez remarqué qu'on a beaucoup parlé de nouvelles logistiques urbaines déjà dans notre livret, puis dans le début de ces présentations. On va aussi parler de quelque chose une autre chose nouvelle, c'est les nouvelles pratiques et les nouvelles tendances de consommation, de distribution et de production en tant qu'elles impactent la logistique urbaine, ses métiers, et ses bâtiments, ses équipements, son immobilier. Donc d'une part, on va travailler sur les questions territoriales des bâtiments, des entrepôts, des nouveaux entrepôts urbains, métropolitains, et d'autre part sur ces nouvelles pratiques qui nous concernent tous, nous les consommateurs. Alors la chaire, c'est un partenariat. Alors, le cœur du partenariat, c'est celui qui se lance aujourd'hui, c'est l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, c'est l'IFSTAR, l'Institut des sciences des transports, et Sogaris. L'UPEM, l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et l'IFSTAR ont vocation à fusionner bientôt. Donc vous m'entendrez parler de l'Université Gustave Eiffel.
C'est le nouveau nom de notre ensemble UPEM IFSTAR. Donc ce sera Université Gustave Eiffel et Sogaris dans quelques mois. Mais c'est un partenariat qui a vocation à s'élargir. Donc d'autres partenaires auront vocation à nous rejoindre. On a un comité d'orientation et d'évaluation qui s'est déjà réuni en juin. Je remercie tous les membres du COE qui sont là ce soir. J'ai vu notre directeur scientifique, Serge Piperno, qui était là, et d'autres. Donc c'est un comité qui se réunira tous les ans pour regarder un petit peu ce qu'on a fait et pour qu'on discute des résultats et pour qu'on prépare l'année suivante. Et puis on a une équipe d'animation, donc je serai entourée de postdocs, de collègues. On va accueillir, et de mes collègues de Sogaris également. Et on va accueillir 2 jeunes chercheuses à partir de novembre qui vont travailler concrètement à faire de la recherche. C'est une chaire de recherche. Nous allons produire de la recherche, une recherche qui a vocation à être mise à disposition ensuite des acteurs institutionnels et professionnels et des acteurs académiques. Voilà, donc l'équipe est en train de se constituer. Le contexte de ces recherches sur les entrepôts et sur le territoire, c'est beaucoup de choses nouvelles, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez quelques petits mots qui définissent ce que je vais vous montrer ensuite. Alors, c'est quoi cette nouvelle logistique urbaine? Alors, pour nous, les chercheurs, c'est un champ plutôt nouveau de recherche, mais qui s'est établi, donc je dirais, il y a une vingtaine d'années, avec beaucoup d'autres équipes, parisiennes et autres, qui sont nos collègues proches, mais qui a eu très vite une tonalité très internationale. Donc on a déjà, dès le début, commencé à travailler sur les questions de logistique dans la ville avec des collègues à l'étranger. Peut-être plus que d'autres thématiques qui concernent la ville. Donc c'est une petite spécificité de cette logistique urbaine. Donc ça, c'est pour la recherche. Pour les acteurs, c'est la nouvelle logistique urbaine. Alors c'est plus récent, cette nouvelle logistique urbaine. C'est un secteur qui s'homogénéise. Et c'est absolument frappant de voir que toutes les grandes villes mondiales maintenant ont, pas toutes, mais beaucoup, y compris dans les villes du Sud, ont des grands acteurs qui sont internationaux. DHL, pour ne pas le citer, Prologis, Amazon. Vous avez ces entreprises qui sont maintenant dans les villes en général. Mais vous avez aussi des acteurs locaux. Alors, c'est éventuellement des startups, c'est des petites entreprises, c'est des acteurs qui sont nés dans des villes locales et qui se sont ensuite développés à l'international. Et il y en a de plus en plus. Donc, vous avez des acteurs comme JD en Chine ou Rappi en Colombie qui sont devenus de vrais acteurs régionaux, pas encore complètement mondiaux. Mais ce côté d'homogénéisation est extrêmement frappant et c'est très nouveau. Les comportements des consommateurs également s'homogénéisent en ville, dans toutes ces grandes villes mondiales. Vous en avez quelques illustrations là, sur des visuels. Vous voyez les livreurs instantanés, les livreurs auto-entrepreneurs. Vous les voyez à Londres, vous les voyez à Kigali et vous les voyez à Los Angeles. Ce sont tous des livreurs ubérisés nouveaux. Alors, il y en a qui utilisent des vélos, il y en a qui utilisent des motos, il y en a qui utilisent des voitures à Los Angeles. Mais ils partagent un peu cette même problématique d'être de nouveaux acteurs qui font de nouveaux métiers en ville. Ils ont tous un smartphone, ils ont tous une plateforme numérique qui organise et ils ont tous un métier qui ressemble à ce qui se passe dans les autres villes. Alors, regardez un petit peu, c'est des chiffres très récents qu'on a collectés au mois de juillet. On est allé enquêter sur les entrepôts urbains d'Amazon à Los Angeles et à Sacramento. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est une dizaine d'entrepôts pour Los Angeles. Ils sont tous en ville. Je ne parle pas des grands entrepôts qui sont autour de la ville. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, un entrepôt de 8000 m² en plein cœur de Los Angeles génère 800 par jour, 800 entrées et sorties de véhicules de particuliers. Donc c'est les particuliers qui travaillent pour Amazon Flex. Donc c'est un impact de trafic local pour les quartiers qui reçoivent ces entrepôts, qui peuvent être des quartiers très riches aussi, considérable. C'est 250 VUL, 800 voitures particulières et 45 gros poids lourds d'approvisionnement de ces entrepôts urbains. Donc vraiment un bâtiment de type nouveau, un métier nouveau. Des nouveaux paysages métropolitains, alors ça si on prend une focale un petit peu plus vaste,
Vous voyez à gauche, c'est Buenos Aires, vous voyez un parc logistique et vous voyez le même à Los Angeles. Donc les parcs logistiques qui finalement se ressemblent, mais avec des petites variantes. Vous avez des bâtiments, ça depuis longtemps, dans des villes comme Tokyo ou Hong Kong, des bâtiments à étages. Ça peut être 10 étages, ça peut être 12 étages, ça peut être des étages qui sont cachés puisqu'ils sont en souterrain. Et ça, d'autres villes s'y mettent de plus en plus, avec des architectures de plus en plus chic, je dirais, impressionnantes, et la médiatisation de ces architectures également. Donc à New York, à droite, vous avez un projet qui va ouvrir dans quelques mois, à Brooklyn, d'un bâtiment sur 3 étages de logistique. Vous avez ce qui est nouveau, bien sûr, ça peut être de l'ordre ce qu'on peut penser être du gadget, les nouveaux robots, les robots livreurs. Alors, c'est du gadget d'une certaine façon, mais sur mes 2 images, donc vous avez une image de robot Starship, c'est Amazon qui le teste, mais vous avez Nuro qui sert les supermarchés Kroger aux États-Unis. C'est une ligne régulière aujourd'hui, ce n'est plus du test. Et vous avez le drone de livraison à Reykjavik de Flytrex, qui est également une ligne régulière aujourd'hui. Il y en a quelques-unes. Alors c'est encore extrêmement marginal, mais ça devient maintenant quelque chose qui peut être routinier dans certaines villes. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est les actions des villes. Là, je n'en mets qu'un exemple, mais c'est l'exemple le plus prégnant, le plus fort, c'est les actions des villes pour améliorer la qualité de l'air, que ce soit les émissions de polluants locaux ou bien les émissions de gaz à effet de serre, du CO2. Donc là, regardez juste le logo de Londres, la Low Emission Zone de Londres, c'est celle qui est la plus ancienne, la mieux appliquée, la plus vaste, c'est l'ensemble de l'agglomération de Londres. Et dans quelques mois, sur cet ensemble du Grand Londres, les poids lourds Euro 6 seront les seuls à être autorisés. Aujourd'hui, c'est Euro 4. Dans quelques mois, on passe directement à Euro 6. Sur l'ensemble du Grand Londres, hein, on ne parle pas du tout de la zone centrale. Bon, et à côté, alors je suis peut-être un peu cruel, mais il y a beaucoup d'avancées, de progrès pour notre métropole parisienne. Mais c'est une carte qui nous montre encore les efforts pour les arrêtés conjoints pour la zone à faible émission parisienne autour de Paris. Donc vous avez 80 villes dont seule une quarantaine ont signé la ZFE. Mais on va y arriver. En tout cas, toutes les villes européennes y arrivent. Elles ont une zone métropolitaine qui interdit les poids lourds Euro 4 et de plus en plus les VUL également. Donc ça, c'est un nouveau contexte pour la logistique urbaine, bien évidemment. Donc brièvement, je vous présente les thèmes que l'on va traiter dans la chaire. C'est des thèmes ouverts. On va certainement les transformer au fur et à mesure de l'avancée des travaux. On va se réunir avec le comité d'orientation. On va régulièrement exposer nos résultats dans des séminaires. On va travailler avec des étudiants pour travailler sur des ateliers qui vont s'emparer de certains de ces thèmes. Mais voilà notre travail de départ. Donc le thème 1, je vous l'ai dit, c'est l'immobilier logistique, c'est les entrepôts en général en milieu métropolitain et urbain. On a 2 sujets. On a un sujet assez macro, vous allez voir beaucoup d'analyse spatiale un peu quantitative, et un sujet plus micro, un peu plus proche du projet urbain et de l'analyse de l'insertion des entrepôts dans les quartiers. Alors, le sujet macro, c'est l'étude de la localisation des entrepôts de façon sur une échelle vraiment d'agglomération dans 30 villes dans le monde. On a déjà collecté une partie des données. On va croiser les données de localisation avec les données sociales et économiques, la population, le prix du foncier, les emplois de ces villes. Et on va essayer d'établir des corrélations. Donc là, c'est l'exemple d'Atlanta. Vous voyez qu'en 10 ans, l'augmentation du nombre d'entrepôts a été phénoménale. Elle ne s'est pas démentie depuis, même après la crise. Cette localisation s'est dispersée dans l'espace. Donc ça, c'est l'étalement logistique. Il y a des indicateurs géographiques assez précis pour calculer ce genre de choses. On l'a fait donc pour une trentaine de villes. Alors, nos relations à tester sur 30 villes, je vous les donne très rapidement, mais on va regarder en quoi l'étalement logistique bouge avec les différentiels de valeur foncière. Pourquoi à Tokyo, vous avez des bâtiments à étages qui sont en pleine ville depuis longtemps? C'est peut-être parce que le foncier logistique en banlieue, il est finalement
presque aussi cher que dans le centre. Il n'y a pas vraiment de banlieue, tout est déjà extrêmement dense. Donc ces différentiels de valeur foncière peuvent expliquer plus ou moins la rapidité avec laquelle l'étalement logistique se produit. Une autre question toute bête, mais qu'il va falloir regarder de près, c'est la taille des parcelles. Plus il y a de grandes parcelles, plus l'étalement logistique va se faire, etc. Donc on va poser un certain nombre on se pose un certain nombre d'hypothèses et on va essayer de les vérifier au travers de ces croisements des données socio-économiques des grandes villes et des données de localisation des entrepôts. Et au passage, ça nous permet de comparer les villes. Il y a des villes qui ont beaucoup d'entrepôts par habitant, il y en a qui en ont moins, c'est assez curieux. Il y a aussi des problèmes de définition des entrepôts dans les pays et dans les villes qu'on regarde. Donc il faut qu'on nettoie également toutes ces bases de données. Et du coup, ça permet de travailler sur ce que c'est qu'un entrepôt. Alors mon sujet 2 de ce grand thème sur les questions territoriales des entrepôts, ça sera un travail plus sur des projets urbains en Île-de-France, et notamment dans la zone dense. On va regarder des exemples concrets d'insertion avec les problèmes architecturaux, environnementaux, urbanistiques que ça peut poser, donc d'insertion des espaces logistiques, des activités logistiques. On va regarder ça dans les écoquartiers, mais pas seulement. On va regarder aussi au niveau des territoires banals à travers l'étude des PLU et des PLU intercommunaux. Et on ne va pas seulement regarder les gros entrepôts qui sont encore là en zone dense ou les nouveaux entrepôts qui arrivent. Pensez aux gros entrepôts du PS qui vient de s'installer à Charenton, par exemple. Donc ça, c'est les gros. Mais on va aussi regarder les micro-hubs logistiques qui se diffusent ou qui sont très recherchés aujourd'hui par les logisticiens. Et on va aller jusqu'au plus petit niveau de ces espaces logistiques. Et là, je voulais juste vous donner un petit aperçu de la nouvelle application qu'ont tous les livreurs à Barcelone. Ils doivent avoir ça s'ils veulent occuper un espace de livraison. Et donc, le petit espace logistique, c'est l'espace de livraison sur la voirie. Très banal. Mais il est maintenant automatiquement, le livreur est maintenant obligé de travailler avec une application municipale pour une fois qu'il est installé sur cet espace. Donc l'usage de cet espace va complètement changer dans cette ville et on va étudier un petit peu comment ça transforme les opérations logistiques et leur efficacité. Ça, c'était le thème 1 sur le territoire et les espaces logistiques. Le thème 2, ce sont, un petit peu en amont, ce sont toutes les recherches qu'on va pouvoir faire sur l'identification des tendances, des consommateurs, des producteurs, des distributeurs. Alors pourquoi je parle de l'amont? On va regarder ça d'abord, on ne va pas évidemment travailler directement sur ces questions-là. Nous, on va collecter les données, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, on va essayer d'analyser l'impact potentiel que ces nouveaux comportements peuvent avoir sur l'immobilier logistique, par exemple. Donc vous avez quelques photos, vous les connaissez, mais vous n'avez peut-être pas remarqué que sur celle de gauche, c'est une collègue chinoise qui me montrait, ce sont 6 applications qu'elle a pour de livraison instantanée. Donc nous, on en a éventuellement 1 ou 2 dans les villes chinoises, c'est 6 ou plus. Et vous avez à droite un livreur qui travaille pour 2 de ces plateformes numériques à la fois. Il prend peut-être même des risques en termes de sécurité routière. Voilà, c'est ce que j'appelle les nouveaux comportements. Donc on veut des données. Alors c'est un peu paradoxal de dire qu'on veut chercher les données parce que les données, elles existent. Évidemment, toutes ces nouvelles activités sont totalement numérisées. Et on devrait avoir accès à ces données, mais évidemment, on ne les a pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça de les obtenir. On y arrive progressivement. On a de plus en plus d'accords avec les détenteurs de données, mais ce ne sont pas ce qu'on avait l'habitude d'avoir, nous les chercheurs, des données qu'on produit nous-mêmes ou qu'on a à travers des enquêtes. Là, ce sont des données qu'il va falloir retravailler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un observatoire qui sera à disposition de tous. Alors, j'ai mis le logo d'un projet européen à gauche parce qu'on va utiliser un observatoire qui a déjà été initié par un projet européen dans lequel je participais. On a eu l'accord de la Commission européenne pour pouvoir le rendre permanent et le développer. Donc on profite d'une base de départ. On va faire de l'identification et de l'évaluation des données existantes. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples.
On va essayer de trouver des nouvelles méthodes, d'avoir ces données sur le e-commerce et les livraisons e-commerce. Et on va faire des enquêtes nous-mêmes. Donc voilà les 3 niveaux d'intervention. On va travailler sur les emplois, sur les consommateurs, sur les flux Tu mets la veste? et sur leurs émissions. Alors juste quelques exemples de données qui ont été faites par d'autres et qu'on va commencer à collecter. C'est une étude récente du Bureau Cité et d'une université de New York qui a tout simplement comparé ce que faisaient les Parisiens et ce que faisaient les gens de Manhattan en termes de e-commerce et comment ils se faisaient livrer. Ah. Et on voit à la fois des choses convergentes et puis des choses encore très différentes. Alors là, je me suis juste amusée à vous mettre les choses un peu différentes. Donc l'utilisation des food apps une fois par semaine, c'est 12% à Paris, mais c'est déjà un tiers de New-Yorkais. Alors je ne parle pas des livraisons de pizza, je parle vraiment de l'utilisation d'une appli de livraison instantanée et donc l'utilisation de ces nouveaux livreurs ubérisés à New York. C'est un tiers des ménages, une fois par semaine. Et livraison en point relais complètement différente. Évidemment, les Français sont les plus forts consommateurs de points relais au monde. Et vous en avez ici l'illustration. 21% des Parisiens se font livrer en point relais. Ça va presque. En fait, c'est plus élevé que la livraison à domicile remise en main propre aujourd'hui. Et alors que c'est totalement inexistant à New York. Voilà, des choses comme ça qu'on va essayer de comparer. On regardera aussi les chiffres de l'INSEE, bien sûr. Les livreurs instantanés auto-entrepreneurs, c'est quand même 2000 nouveaux entreprises, puisque ce sont des auto-entrepreneurs, créés par mois en France. Donc, un phénomène considérable aujourd'hui. Alors, nous, on fait des enquêtes sur ces livreurs coursiers. On a déjà fait 2, on va en faire une 3e, donc dans le cadre de la chaire. Et ce qu'on a vu, c'est une évolution vers, au départ, c'était beaucoup des étudiants, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus du temps plein pour ces livreurs. On a fait d'autres enquêtes sur leur comportement à des croisements, et le passage au feu rouge. C'est un chiffre extrêmement frappant. On a pris un feu rouge dangereux, un carrefour dangereux à Paris, et on a fait une observation pendant 2 jours. Les livreurs, donc à vélo, 76% d'entre eux passent au feu rouge. Les civils, c'est-à-dire vous et moi sur nos Vélib, on n'est que 50% à passer au feu rouge. Voilà, donc c'est significatif hein, comme différence, donc il y a vraiment une différence de comportement. Donc c'est ce genre d'enquête qu'on va faire. Et on va faire également des enquêtes un petit peu plus compliquées en termes de modélisation. Donc là, je travaille également avec d'autres collègues sur cette modélisation du transport de fret et de ses émissions. Ça, c'est les émissions du fret en Île-de-France. Mais on a essayé de distinguer les différentes zones. Donc vous avez ville de Paris, petite couronne et grande couronne, avec l'impact du transport de fret en général, B2B et B2C, sur les émissions de polluants locaux et de CO2. Petite couronne, par exemple, le fret, c'est 18% du CO2, 28% des particules et 27% des NOx, de toutes les émissions de transport, trafic. Donc c'est significatif. C'est beaucoup plus que juste la part des véhicules kilomètres liés au transport de fret dans les villes. Et c'est notamment dû à des parcs de véhicules utilitaires qui sont plutôt anciens. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être prendre des questions. Ou Stéphane, est-ce que tu le fais avec moi? Et on va commencer. Alors, qui est-ce qui a des questions? Là, tout de suite. Par contre, c'est mieux de garder un micro. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter avant de poser votre question? Oui, s'il vous plaît. je suis Jonathan Woods. Je m'intéresse à ces sujets énormément. Dites-moi, est-ce que vous regardez aussi les émissions qui proviennent du stationnement pour livrer dans des maisons particulières ou dans les appartements à Paris? On n'a pas fait cette distinction, on a mis l'ensemble du trafic, ce que j'appelle le B2B et le B2C. Donc B2B, c'est aux établissements, et au B2C, c'est les livraisons résidentielles, mais aussi au point relais. Hein. Parce que ces deux... Oui. Pardon. Alors j'ai des collègues à New York qui l'ont fait, on ne l'a pas fait pour Paris, mais j'ai des collègues à New York qui l'ont fait, et c'est presque autant. En termes de nombre de livraisons, c'est autant. Livraison résidentielle par rapport aux livraisons aux établissements. Et en termes de CO2, c'est presque autant. Parce que pour la congestion urbaine, c'est un grand problème si on laisse la pollution d'un côté. Je pense que oui. Alors, dans certains cas, ça décroît
pollution, les véhicules kilomètres et la congestion, dans certains cas. Notamment lorsque ça remplace des mobilités en voiture. Donc ça, c'est plus dans le périurbain. Mais pour les centres-villes, c'est une mobilité plutôt additionnelle. C'est-à-dire qu'on remplace plutôt de la marche à pied qui faisait des achats par des véhicules. Et la mobilité pour achat, elle n'a pas baissé non plus beaucoup dans toutes ces grandes villes mondiales. Les gens continuent à bouger pour aller... ils achètent moins en valeur, mais ils continuent à bouger, apparemment, à vérifier. Et donc, on a plutôt une mobilité additionnelle. Parfois, elle est faite avec des véhicules propres, mais en grande majorité, c'est plutôt une mobilité additionnelle classique. On passe la parole au débat. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci beaucoup, Laetitia Dablanc. Donc, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le livre numéro 1, puisque là, vous aviez le livre 0. Bien, donc nous allons, je vais introduire et modérer le débat. Donc, je vais appeler sur scène les débatteurs et débattrices, je vais y arriver. Donc, Corinne Lepage, si vous voulez bien. Jean-Louis Etienne. Pardon. Il y a une marche ici, je crois que c'est bien fait. Ah oui, c'est bon. J'ai pas fait de plan de table. Ça c'est ma chaise. Je vous en prie. Où je me mets? Jonathan Seban. Où voulez-vous que je me mette? Jonathan Seban, il est où? Il est là. Ah, Et donc on attend encore Meka Salut, tu Brunel, vas bien? où elle est arrivée. Elle arrive dans 5 minutes. Bon, il faut savoir faire ça en fait. Hein. Ça fait où je partie me du mets, métier. moi? Là? D'accord, très bien. Installez-vous, je vous en prie. Évidemment, la première personne dont je parlais, c'était Meka Brunel, mais ça fait partie du jeu. Je vais improviser. Donc, pour rappeler les règles du jeu, on a à peu près, on a du temps. On va essayer de maintenir une bonne énergie. On a à peu près 1h15 d'échange, et ensuite vous pourrez poser des questions pendant un quart d'heure. Et n'oubliez pas, donc on a Anna Lenzner qui est avec nous pour illustrer ce qu'on dit. Alors nous, on ne va pas suivre, mais vous pouvez suivre en direct l'illustration, en fait, la facilitation graphique de ce qu'on va se dire. Donc Corinne Lepage, je vais faire les présentations. Alors faut-il vous présenter? Donc vous êtes avocate, vous êtes très engagée dans des associations autour des sujets économie, santé, environnement. Vous m'avez autorisé à parler de ce que vous faisiez auparavant. Alors j'aime pas dire ancienne, mais on va dire ancienne fonction. Donc vous étiez ministre de l'Environnement, vous étiez députée européenne. Vous avez notamment dit que la question environnementale sera le grand débat du XXIe siècle, et vous l'avez dit au XXe siècle, hein, j'insiste là-dessus. Vous travaillez aujourd'hui donc en tant qu'avocate avec tous les acteurs, un certain nombre d'acteurs qui sont présents ici, donc du monde économique, mais aussi des collectivités locales. Vous travaillez sur les sujets de l'adaptation au changement climatique. On va parler de changement climatique évidemment avec Jean-Louis Etienne. On va aussi beaucoup parler d'adaptation aujourd'hui et de mise en tension, d'équilibre. Vous allez retrouver beaucoup ces mots-là, et on va essayer de sortir des mots et d'être sur des choses très concrètes. Vous nous parlerez justement de comment on fabrique la ville, parce que la ville, il y a un aspect très concret, très opérationnel, mais il y a aussi un aspect réglementaire, politique, au sens noble du terme. Comment est-ce qu'on produit la ville aujourd'hui, et puis quels sont les potentiels, mais aussi les freins à l'adaptation de la ville à ces exigences climatiques. Exigences climatiques, transition facile. Jean-Louis Etienne, donc, en 1986 déjà, il y a plus de 30 ans, avant le smartphone et les GPS et WeWork, vous atteignez l'Arctique en solitaire, et puis l'Antarctique peu après. On peut dire que vous avez arpenté la planète sans relâche. Alors j'ai essayé de suivre, donc alpiniste, navigateur, pilote de ballon dirigeable. Oui. Et puis, bien évidemment, marcheur et skieur de fond. Donc c'est, Je vis au grand air. vous vivez au grand air, mais ça se voit. Vous êtes également médecin et proche des milieux scientifiques. Vous êtes directeur de l'Institut océanographique de Paris et de Monaco. C'est bien ça? Oui. Je l'ai longuement visité quand j'étais enfant. On peut dire aussi que si quelqu'un a vu le changement climatique, c'est bien vous. Hein, donc vous en parlez très bien, vous en parlez beaucoup à des adultes, mais aussi à des enfants. Hein, vous avez fait un grand travail de sensibilisation sur la fragilité de notre planète et sur l'équilibre, sur ces équilibres. L'équilibre, justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, puisque la logistique urbaine, c'est un impensé, hein, c'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose qui est lié à un déséquilibre entre le lieu de production, la distribution et puis le lieu de consommation. Donc on va essayer de rabouter tout ça aujourd'hui, en fait, avec vous.
Nous avons aussi donc avec nous Jonathan Seban, donc Jonathan Seban qui est là, qui est le directeur général de Sogaris, donc qui nous accueille, merci encore. Donc vous êtes une société foncière spécialisée dans la logistique urbaine, donc on va aussi expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une société foncière, qu'est-ce que ça fait concrètement. Donc Sogaris a été fondé il y a plus de 50 ans pour exploiter la plateforme de Rungis, c'est le IS de Sogaris, mais depuis ça s'est diversifié pour intégrer dans son offre justement des formats immobiliers différents, variés, plus intégrés à la ville, avec donc des enjeux d'intégration qu'on va pouvoir évoquer. Et la logistique, c'est votre quotidien et vous savez jongler en fait avec les contraintes des différents acteurs, les opérateurs de logistique bien sûr, mais aussi les distributeurs, les clients finaux. Et comme Meka Brunel qui va arriver, vous affirmez que le rôle de la foncière va bien au-delà de la fourniture de surface foncière. Et on verra que dans la notion d'adaptation, il y a aussi l'adaptation des métiers. Je pense que c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre vous sont là aujourd'hui. C'est aussi parce que vos métiers à vous sont en train de changer, au-delà de la discipline. Et donc au-delà de la fourniture de surface, on va dire la logistique, on peut voir ça comme des entrepôts et des camions. Aujourd'hui, on a des métiers qui sont de plus en plus complexes et qui rentrent dans des projets urbains. Donc on va beaucoup parler de projets urbains ici, c'est-à-dire de ces temps de la ville, le temps où on la pense, le temps où on la décide, et puis le temps où on la met en œuvre, on la gère, on la corrige. Donc voilà, si on veut sauver le monde, si on veut sauver la planète, on va essayer de rabouter tout ça ensemble. J'ai toujours pas de Meka Brunel ici, donc on commence. Je commence. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par Jean-Louis Etienne. Donc Jean-Louis Etienne, vous avez pu observer, toucher littéralement le changement climatique. Beaucoup de choses ont été dites sur le sujet, mais quand même, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous décrire qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que vous voyez, et puis pour rester raccord avec nos sujets d'aujourd'hui, quel est l'impact des activités dont on va parler continuellement sur ce changement climatique, qu'est-ce qui se passe et selon vous, en fait, en quoi les activités sont responsables de ce qui se passe? D'abord, on a perdu beaucoup de temps sur les questions climatiques. Le sujet est complexe, il est multifactoriel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas résoudre comme ça, mais on a perdu du temps dans les décisions parce que c'était d'abord un sujet de conversation populaire. Vous voyez, deux personnes qui vont acheter la baguette de pain le matin, au mois de juin, il fait un peu frais, les deux sujets de la conversation, les deux mamelles, c'est « ça va, t'as vu le temps qu'il fait ?» La santé et le temps qu'il fait. Voilà, et c'est au mois de juin, il fait froid ce jour-là, et il y en a un qui dit à l'autre, tu y crois, au changement climatique, tu as vu, on est en juin, on se caille. Ça ne se perçoit pas, le changement climatique, c'est une valeur scientifique. Ce n'est pas une discussion, tu le sens ou tu ne le sens pas. On a perdu beaucoup de temps, on a crédibilisé beaucoup le sujet là-dessus. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Personne n'est capable de percevoir un réchauffement moyen de la planète de 1 degré en un siècle. Donc, en faisant un sujet de conversation populaire, on a perdu beaucoup de temps. Ensuite, c'est un peu comme l'océan. On a pensé qu'on pouvait tout envoyer dans l'océan, que l'océan était tellement grand qu'on pouvait tout y envoyer. En fait, l'océan commence à saturer notre irrespect. Et l'atmosphère, c'est pareil. On a eu l'impression qu'on pouvait tout envoyer, que ça partait dans le cosmos. En fait, ça ne va pas loin. Vous partez du centre de rotation de la Terre, vous arrivez ici, dans cet amphithéâtre, là, vous avez fait 6500 km. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. C'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une enveloppe de cellophane autour d'une énorme citrouille. Donc ça, c'est rien. Et là-dedans, l'air qu'on respire depuis tout à l'heure, là, c'est 79% d'azote, aucun effet de serre, 20% d'oxygène, heureusement qu'il est là, c'est lui qui le maintient en vie, et zéro, il y a bien sûr de l'humidité, de la vapeur d'eau, mais la teneur en gaz carbonique, c'était 0,03%. Il y a un siècle, c'est 0,04%. Tout ça pour illustrer que le gaz carbonique dont on parle, qui est un peu usé en bouche, on en a fait un sujet banal, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc tout ce que l'on envoie dans l'atmosphère, si vous voulez, on est en train d'installer depuis un moment un double vitrage au gaz carbonique. Le CO2 a permis à la vie d'exister. Si le CO2 n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu d'effet de serre, il ferait moins 18 à la surface de la Terre. Grâce au CO2, il fait plus 15 en valeur moyenne. Donc déjà, vous voyez, on renforce l'effet de serre. Donc voilà l'action de l'activité humaine. Bien sûr, elle est liée, on le sait tous,
aux émissions de CO2 qui sont liées à la consommation du charbon, du gaz et du pétrole. On peut les incriminer aujourd'hui, mais enfin c'est sur ces 3 acteurs, si vous voulez, que notre civilisation s'est développée. On en connaît aujourd'hui les dérives et donc il faut mettre en place les corrections, mais très rapides parce que c'est une maladie chronique. Vous voyez, ça ne se perçoit pas, exactement comme une maladie chronique. La planète, elle a pris 1 degré en un siècle. Si vous faites notre température moyenne, la bonne température, c'est 37. Quand on a pris 1 degré, on a 38. On n'est pas bien à 38, vous voyez, il y a un truc qui se passe, quoi. Il faut aller voir le médecin. On va aller voir le docteur. Ben oui, on va aller voir le docteur, je ne me sens pas bien. Voilà, la planète, elle en est là aujourd'hui. Elle est à la veille des grandes complications. Vous voyez ce que je veux dire, c'est imperceptible, mais l'action est d'une grande puissance. Et bien sûr, ça ne fait que s'aggraver si on ne fait rien, quoi. Merci beaucoup Jean-Louis Brunel. Jean-Louis Brunel, c'est le lapsus, parce que Mecca Brunel vient d'arriver. Jean-Louis Etienne, pardon. J'ai droit à quelques lapsus, d'accord, ok, 2, 3. Donc Corinne Lepage, hein, donc vous avez écrit, vous avez la carrière qu'on a décrite, vous avez aussi écrit plusieurs livres et fait de nombreuses interventions sur la difficulté de traduire en action, justement, ces discours politiques, ces prises de conscience des scientifiques. Concrètement, en fait, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que, notamment en tant que juriste, vous avez l'impression que les élus, les décideurs, les acteurs ont les outils nécessaires pour pouvoir faire cette transition, faire ces changements en fait, qui sont de plus en plus urgents? Bonsoir d'abord à toutes et à tous. Ce que je vais dire va être directement dans la ligne de ce que Jean-Louis Etienne vient de dire, c'est qu'on a perdu énormément de temps. Peut-être certains d'entre vous ont-ils lu un bouquin qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle « Perdre la Terre », qui est écrit par un Américain qui s'appelle Rich, R-I-C-H, qui explique qu'en fait, on pouvait tout faire à la fin des années 70. Que les États-Unis avaient toutes les études qui, alors tu me diras si tu es d'accord ou pas, les États-Unis avaient toutes les études qu'il fallait pour agir. Tout le monde était d'accord, c'était l'époque du président Carter, tout était prêt. Et puis, il y a une convention qui était prévue, alors c'était dans le nord de l'Europe, je ne sais plus, en Suède, je crois, au début de l'année 1980. Pas de bol, il y a M. Reagan qui a été élu entre-temps. Et tout a capoté. Le lobby pétrolier est monté au créneau, et il n'y a pas eu d'accord, et on se retrouve 40 ans plus tard à avoir pas fait grand-chose, si ce n'est augmenter considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi? On ne peut pas mélanger tous les niveaux. Il y a des niveaux macroéconomiques et puis il y a des niveaux microéconomiques. Niveau macroéconomique, il est tout à fait clair, et Jean-Louis l'a dit, ça veut une société qui est, enfin, la société occidentale est fondée sur le pétrole. Vous allez en Chine, c'est plutôt le charbon qui est à la base du fonctionnement de l'activité économique. Nos villes ont été conçues pour la voiture. J'étais jeune à une époque où le président de la République, Georges Pompidou, nous disait qu'il fallait adapter la ville à la voiture. On était élevé avec ça, et c'est comme ça qu'on a eu la voie Pompidou qui a été fermée à la circulation il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc au niveau, je dirais, macroéconomique, il y a des forces extrêmement puissantes, et même quand vous lisez entre les lignes l'accord de Paris, dont on peut se réjouir, mais qui est très insuffisant et qui n'est pas contraignant, là, vous voyez qu'il y a des mots qui ne figurent pas dans cet accord. Par exemple, le fait qu'on abandonne les hydrocarbures en 2050, ce n'est pas dans cet accord. La neutralité carbone, ce n'est pas dans cet accord. Le prix du carbone, ce n'est pas dans cet accord. Voilà. Donc, si vous voulez, au niveau planétaire, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. On sait qu'on devrait faire, mais certains États ne veulent pas. Je ne donnerai pas des noms, mais on a tous les mêmes noms en tête. Et puis, de grandes entreprises n'ont pas envie. Non pas qu'elles ne sont pas tout à fait convaincues que c'est la direction dans laquelle il faut aller, parce qu'il faut voir que les pétroliers investissent, par exemple, énormément dans le renouvelable. Simplement, c'est encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Ça, c'est en haut. Et puis, il y a en bas, il y a l'action politique que l'on peut avoir dans une ville, que l'on peut avoir dans une région, que l'on peut avoir dans un État. Et là, c'est d'autres types de difficultés. Les premières continuent, mais il y a d'autres types de difficultés
qui sont liées à l'habitude de vivre. Demander aux gens de changer d'habitude, c'est extrêmement difficile. Dire que il va falloir moins de voitures dans les villes, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Et puis nous avons je pense qu'on reviendra là-dessus, des envies tout à fait contraires. Déserter les hypermarchés, moi je trouve que c'est plutôt bien. On va récupérer des terrains, on va pouvoir, quand ils seront propres, peut-être faire un certain nombre de choses dessus, y compris de l'agriculture en proximité de ville. Oui, mais si c'est pour tout commander par Amazon ou autre, en termes de transport, ça pose quelques difficultés. Voilà, donc je pense que les outils, on a pour répondre à votre question, on peut les améliorer, tout peut toujours être amélioré. Mais ce n'est pas un problème d'outils. Je ne suis même pas sûre que ce soit un problème d'argent, même s'il faut réaffecter probablement les investissements différemment, mais l'argent en masse, on l'a. Non, c'est la question de notre imaginaire. Comment est-ce qu'on se représente notre futur? De quoi avons-nous envie? Et pour le moment, l'envie de changer vraiment pour entrer dans l'ère de l'adaptation, un sujet qui m'est très cher en ce moment parce que je pense qu'on ne peut pas se contenter de parler de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes entrés dans la phase de l'adaptation au dérèglement climatique en espérant qu'il sera aussi léger que possible. Je ne le crois pas, mais on peut toujours l'espérer. C'est ça qui est le plus difficile. C'est une question d'imaginaire, d'éducation, d'envie, de souhait, d'organisation. Et là, on touche à des mécanismes psychologiques qui sont beaucoup plus difficiles à manier qu'autre chose. Merci Corinne Lepage. On va parler justement concrètement en fait, de ces sujets de l'adaptation et des moyens et des mises en tension, en fait, parce que, comme vous le disiez très bien, s'il y avait des solutions simples, on les aurait déjà mis en œuvre. Méca Brunel, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Donc j'ai lu que vous aimiez bien vous présenter comme une ingénieure en travaux publics. Vous avez travaillé sur des chantiers. Ouais. Vous êtes également titulaire d'un MBA d'HEC. Et donc vous êtes ici parce que vous êtes la directrice générale de Gecina. Alors je ne sais pas qui connaît Gecina. Gecina, c'est une des plus grandes foncières immobilières du monde. Européenne. Vous avez travaillé européenne. Vous êtes également présidente du Conseil de développement du Grand Paris. Et donc, vous avez travaillé avec les plus grands architectes et en cela, en montage de projet, vous êtes une observatrice privilégiée finalement des évolutions de la ville, de ses acteurs et puis de l'économie. Donc, on va toujours regarder aussi ce soir comment faire tourner l'économie dans cette logique d'adaptation. Donc, moi, ce qui m'intéressait, en fait, en préparant cet événement, vous me disiez que la logistique urbaine, ça n'est qu'un moyen. Finalement, c'est le résultat du choix d'implantation de lieux de production par rapport aux lieux de consommation et à toutes les échelles, à l'échelle de macro, mais aussi à l'échelle micro. Et donc, finalement, l'enjeu, c'était peut-être d'arriver à faire revenir les appareils productifs au plus proche des utilisateurs finaux, que ça pouvait se passer à un certain nombre d'échelles, mais y compris même à l'échelle d'une opération immobilière. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment faire en fait? Est-ce que là aussi, est-ce qu'on a des outils? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a le savoir-faire? Vous qui êtes, je dirais, au quotidien en fait sur ces sujets-là, est-ce que vous pouvez nous aider en fait à avancer sur ce sujet du comment faire? Vaste programme. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et pardonnez-moi des quelques minutes de retard que j'avais. J'avais un enjeu personnel. Donc voilà, j'étais à l'autre bout de Paris, donc je vous prie de m'excuser. D'abord, je suis très heureuse d'être ici, dans cet immeuble occupé par WeWork, qui est un des immeubles du groupe Gecina. Donc voilà, on reçoit à domicile. On est ici chez vous. Voilà, c'est chez nous. Écoutez, je ne sais pas si je peux aider, mais je partage ce qui a été dit et qui sont des préoccupations qui sont les nôtres depuis longtemps. Madame, vous parliez des années 70, monsieur, vous parliez des préoccupations et de ce qui est observé. Et en même temps, on a vécu dans le déni. Moi, je fais partie de cette génération, comme disent mes enfants, qui ont consommé sans compter et qui ont gaspillé beaucoup de choses. Maintenant, je voudrais invoquer des circonstances atténuantes parce que nous ne savions pas ce que nous étions en train de faire. Cependant, quand la mondialisation est arrivée, et c'était très bien de pouvoir avoir l'échange facile, etc., j'avais l'habitude, vous savez, on a commencé à penser que cette mondialisation, finalement, ça nous permettait, à nous, occidentaux, d'avoir accès à des produits beaucoup moins chers,
plus facilement. On ne s'est pas rendu compte que c'est nos propres vies que nous mettions en danger. Je me souviens de mes enfants qui venaient dire maman, on peut avoir 3 jeans au prix de 2. Et je leur disais, elles sont grandes, elles sont eux-mêmes parents, je suis grand-mère, et je leur disais, d'abord, est-ce que vous avez besoin de 3 jeans? Je ne sais pas dit. Et puis, la gratuité n'est pas de ce monde, quelqu'un paye, d'une manière ou d'une autre. Et nous payons très très chèrement aujourd'hui. Force est de constater que je pense que malheureusement, la bataille pour la COP21, qui a été un succès en tant que tel, parce que vous avez raison, tout n'y est pas dedans, mais justement, ces compromis, c'était pour emmener tout le monde dedans. Et finalement, on ne s'attendait pas à ce que les plus grands disparaissent du sujet. Mais cette bataille-là, malheureusement, est perdue. Donc maintenant, il faut qu'on trouve l'adaptation et qu'on puisse, disons, limiter les dégâts d'une certaine manière. Et l'une des façons de limiter les dégâts, c'est de consommer local. Et consommer local, ça veut dire produire local. Mais produire local, ça peut être aussi possible par la technologie et l'innovation. Aujourd'hui, les imprimantes 3D nous permettent même de construire des maisons avec des imprimantes 3D, avec des plans qu'on donne d'un côté et qu'on produit de l'autre. On doit pouvoir continuer à travailler collectivement pour pouvoir avoir cette production locale. Alors nous, on est propriétaire de beaucoup d'immeubles, de bureaux, bien sûr, mais aussi de résidentiels. 80% de notre activité est en bureau et 20% en résidentiel. Je tiens beaucoup à conserver le résidentiel parce que je pense que la clé des emplois de demain, c'est d'avoir des logements décents. Ce n'est pas une phrase en l'air, c'est le constat que si on veut que les gens puissent travailler et qu'on sorte de cet étalement urbain, parce qu'on a poussé les gens à aller vers l'étalement urbain, on a poussé les gens à avoir le rêve du Desperate Housewife avec la maison de banlieue, les 2 heures de commute, le jardin, le je sais pas quoi. Il faut revenir à l'usage, au service, à l'accompagnement. Et pour pouvoir faire ça, il faut amener la ville à être plus inclusif, la mixité urbaine est plus agréable à vivre. Et il faut qu'on sorte des dogmatismes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs, avec les logisticiens, dont le travail devient de plus en plus pointu. Alors, vous avez raison pour Amazon. Moi, j'ai un problème avec Amazon. Je ne peux pas commander en ligne sur Amazon, mais mes enfants, qui sont très écologistes, le font. Donc, on est effectivement dans des contraires. Mais néanmoins, on peut produire local. On peut aussi mettre de l'agriculture urbaine. On peut utiliser, nous, on a des immeubles qui ont été construits après-guerre, toit plat. Eh bien, il y a des kilomètres carrés qu'on peut utiliser pour en faire des jardins. On a des jardins en ville, on peut les utiliser pour avoir des potagers, pour avoir des saisons, pour avoir de la permaculture, pour avoir cette mixité et nourrir la terre. On n'est pas optimiste, je ne suis pas optimiste, mais je suis volontaire. Il faut que nous soyons volontaires et qu'on y travaille. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'à côté de ça, nous avons énormément de réglementations. Les voitures électriques, nous ne pouvons pas implanter des bornes électriques. Cette semaine, nous venons de lancer des bornes électriques dans une de nos résidences en test, mais nous ne pouvons pas les implanter partout comme on veut. On ne peut pas mettre des prises électriques partout dans nos parkings. Les pompiers ne nous autorisent pas à le faire. Nous n'avons pas aussi la possibilité d'assurer nos clients qu'il ne peut pas y avoir des moteurs électriques qui pourraient exploser. Donc, vous voyez, on a des sujets de réglementation. Maintenant, ce n'est pas grave. Il faut qu'on soit dans, pardonnez-moi cet anglicisme, mais dans le test and learn. C'est-à-dire qu'on mette en place des process, qu'on regarde ce que ça donne, qu'on revienne dessus et qu'on n'ait pas peur de se tromper, mais en revanche, qu'on puisse non pas être dans le mea culpa, mais dans la mise en œuvre et dans l'avancement. Et tout cela, c'est important. Nous avons chez Gecina 4 piliers RSE, le bas carbone, l'économie circulaire, la biodiversité et le bien-être, parce qu'au fond, tout ça, c'est fait pour le bien-être. Eh bien, il faut qu'on travaille tout ça et nous mettons en place un fonds carbone maison. C'est-à-dire que dès qu'on va travailler un dossier, comme si on avait un fonds carbone, si on avait une taxe carbone maison, il faut éduquer les gens. Un fonds, c'est un budget, concrètement, c'est ça? Vous savez, c'est un fonds, on dit, voilà, vous allez calculer
l'impact carbone des projets que vous proposez quand vous calculez le TRI financier des projets que vous proposez. Gessina, d'ailleurs dans ce sens-là, a mis en place près d'1 milliard d'euros de financements verts qui sont liés à la fois à notre notation dans les agences de notation, mais à notre notation dans les agences extra-financières. Donc on doit pouvoir le faire, et pour éduquer, nous mettons en place des outils qui sont des outils maison et qui permettent d'éduquer nos collaborateurs. On n'a pas raison tout de suite, mais il faut être volontariste. Pardon, je suis trop longue, désolée. Non, pas de problème. On va revenir sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Mecca Brunel. Donc, Jonathan Seban, vous jouez à domicile aussi. Vous êtes le directeur général de Sogaris. Il s'avère que Sogaris a des bureaux ici également. Donc, aussi, vous constatez dans votre quotidien le côté ubiquitaire en fait de la logistique urbaine, c'est-à-dire la logistique urbaine, c'est un peu comme la prose, tout le monde en fait. Je veux dire, il n'y a pas une seule activité ici, une seule chose qui n'a pas été rendue possible par la logistique urbaine. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de regarder en quoi, si on change d'échelle, là, on était, un peu à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle d'une région comme la région Île-de-France, comment est-ce que vous avez adapté finalement la première mission de Sogaris, qui était de desservir, de garantir l'approvisionnement du Grand Paris, à ces changements, comment vous avez maillé le territoire, comment vous allez outiller le territoire, et puis qu'est-ce qui reste encore à faire, puisque je trouve l'introduction un peu pessimiste, donc on va essayer de regarder quand même comment être plus optimiste et surtout être volontaire pour faire des choses. Merci beaucoup. Alors, à moi, la responsabilité d'être optimiste, je pense que, au fond, on l'est tous, sans quoi on ne serait sans doute pas venu ici ce soir. Peut-être pour essayer de mettre en perspective ce dont on parle, et notamment essayer de donner du sens à ce qu'est aujourd'hui, alors c'est vrai, la logistique urbaine, quelque chose finalement d'assez malléable dans son concept et au fond d'assez différent selon les personnes qui s'expriment. La logistique, et notamment la logistique urbaine, c'est une activité qui, aujourd'hui, certes, le vent en poupe, mais qui connaît au fond une explosion extrêmement forte, à la fois des volumes de colis distribués, puis plus largement d'ailleurs de son chiffre d'affaires depuis environ 20-25 ans. Pour vous donner une idée, mais je pense que ça fixe bien les esprits, le chiffre d'affaires d'Amazon, puisqu'on l'évoquait il n'y a pas longtemps, c'était $20 000 en 1995. C'est à peu près 200 milliards aujourd'hui. Vous voyez à peu près le chemin parcouru. Et il faut mettre ça évidemment en relation avec le fait que, corrélativement, le nombre de colis a fortement augmenté. Et au fond, c'est ça l'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est que la révolution du e-commerce, elle a transformé fondamentalement nos modes de consommation, mais c'est derrière, je pense que ça a été au fond très bien dit, c'est une évolution de nos modes de vie à nous, notamment dans les sociétés occidentales, qui est aujourd'hui très très différent. Et de fait, il y a une évolution des modes de distribution des marchandises, qui est aujourd'hui très très différente de ce qu'elle était par le passé. Et je pense qu'il faut accepter l'idée que ce n'est pas simplement la grande distribution qui, au fond, subit ces transformations, c'est l'ensemble de l'économie de nos sociétés. Et je dirais le commerce de gros, la restauration, considérant aujourd'hui que la restauration fait énormément appel notamment à la livraison. Mais tous ces secteurs de l'économie, au fond, ont décidé de faire droit à une forme de souhait d'appétence que nous exprimons nous tous ici, l'accessibilité rapide à la marchandise, sa disponibilité, sa capacité effectivement de livraison là où elle est. Et c'est ça, au fond, la transformation fondamentale de la logistique, de la distribution, et c'est ça aujourd'hui le défi auquel il faut faire face. Donc il y a plus de colis en circulation, plus de colis, ça veut dire à peu près 200 000 colis en livraison par jour à Paris, c'est à peu près 1 million à New York, Laetitia Dablan l'a évoqué tout à l'heure. Et donc la question, c'est comment on arrive à mieux organiser les flux. C'est la logique, en tout cas, dans laquelle on s'inscrit. C'est la conviction profonde qui est la nôtre chez Sogaris, mais je pense que d'autres partagent évidemment cette approche. C'est que l'élément central pour faire en sorte que cette logistique urbaine soit davantage vertueuse, c'est de faire en sorte de mieux organiser les flux de marchandises. Mais Caprunel l'a dit avant moi, il s'agit de rapprocher effectivement les lieux de production, les lieux de consommation. Je dirais même qu'à l'échelle d'une région comme celle de la région, d'un territoire comme celui de la région Île-de-France, il s'agit de faire en sorte que les interdépendances entre la grande logistique, qui vient nécessairement capter des flux qui viennent de partout dans le monde, avec une logistique qui est plus urbaine, donc celle qui touche directement les consommateurs urbains, et ce sont les premiers bassins de consommation, faire en sorte qu'il y ait une meilleure organisation. Et ça passe, en tout cas nous en sommes convaincus, par un réseau de sites, par un réseau immobilier qui soit davantage
davantage organisé, mieux maillé, pour faire en sorte que l'organisation des flux se fasse mieux. Donc c'est un débat, le débat commence. Donc je vais le relancer, je vais l'alimenter avec certaines questions, mais je crois que Jean-Louis Etienne, vous voulez réagir tout de suite, et puis n'hésitez pas à réagir, à prendre la parole. Oui, parce qu'on parle de mobilité urbaine, et donc est sous-jacent la santé du citoyen urbain. C'est de ça dont il s'agit, de la qualité de la vie en milieu urbain. Il y a le bruit, il y a les échappements. J'étais il n'y a pas très longtemps avec, c'était la semaine dernière, avec le patron de pneumologie de la Salpêtrière, le professeur Similovski. Lui, si vous voulez, il reçoit à l'hôpital de la Salpêtrière des personnes, des jeunes qui ont des crises d'asthme. Il me dit, moi je vous fais la carte des émissions sur le périph'. Vous voyez, il fait la carte des émissions par rapport aux gens qu'il reçoit. L'adresse de ces patients, en fait, c'est l'adresse de ces patients. Il y a une concentration sur les zones d'émission. Donc c'est sérieux, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a le bruit. Voilà, alors je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez, qu'on n'arrive pas à mettre des prises électriques dans les sous-sols pour les voitures. Mais c'est dramatique. Mais on arrive à les mettre, mais il y a un quota. On ne peut pas le mettre pour tout le monde. Oui, mais vous voyez, on touche là l'audace. L'audace d'une manière générale. L'audace, si vous voulez, c'est là. Ça commence là. L'audace, c'est la frontière où vous amène l'expert. Au-delà, on innove. On en manque beaucoup, cruellement, de cette innovation, si vous voulez, et on se heurte à cette espèce de frontière d'experts, là. Il va falloir les faire grandir à la fois, si vous voulez, pour l'électricité. J'ai vécu la même chose avec l'hydrogène. J'ai fait une expédition il y a quelques années, j'avais une pile à combustible, donc c'est le moteur qu'on met dans les voitures à hydrogène et l'hydrogène. Je travaillais avec Air Liquide, et Air Liquide me dit, c'était il y a 10 ans, vous voyez, et Air Liquide me dit, on va faire nos essais au Danemark, parce qu'en France, on n'est pas autorisé à les faire parce que les mines nous interdisent. Donc il y a quelque chose à bousculer, si vous voulez, au niveau de la norme. C'est des choses de base, si vous voulez. Si on veut avoir une qualité de l'air déjà, il va falloir passer le plus possible vers soit l'hydrogène, soit électrique, mais limiter le plus possible les moteurs à explosion dans les villes. Corinne Lepage. Oui, des choses très intéressantes qui ont été dites, mais je vais réagir sur ce que vient de dire Jean-Louis sur 2 points. D'abord, le sujet, c'est effectivement le climat, mais pour moi, personnellement, mais on peut n'être pas d'accord, je pense qu'on ne peut pas séparer question climat, question biodiversité, question santé. Oui. Tout ça, ça marche ensemble. Et en plus, c'est dangereux de les séparer. Parce que si vous essayez de vous occuper du climat sans penser santé et biodiversité, ben vous allez avoir des catastrophes. Donc, j'étais intéressée, madame, d'entendre que les 4 points que vous aviez, les 4 piliers, ben, il y en a 3 de ce que je viens de dire. Donc ça, c'est très important de toujours viser cela. La deuxième chose, c'est sur les normes. Là, c'est le juriste qui réagit. Moi, ça fait très longtemps que je suis convaincue qu'il faut arrêter avec les normes pour une large part et avoir des objectifs. Un objectif de sécurité, un objectif de ce que vous voudrez. Laissez les gens libres d'atteindre l'objectif qui est fixé par le pouvoir public et au pouvoir public de contrôler que l'objectif est rempli. Vous êtes libre de le remplir comme vous voulez, mais vous êtes responsable de la solution que vous avez mise en œuvre. Absolument. Voilà. Partant de là, vous pouvez faire sauter la moitié des normes. Mais ça passe par accepter la responsabilité, c'est pas évident. Ouais. Et deuxièmement, ça passe par des moyens de contrôle qui sont pas forcément là non plus. Mais je pense que ça peut marcher. Mecca Brunel. Je partage les 2 points qui viennent d'être dits et on n'est pas très loin d'ailleurs de la logistique urbaine parce que tout ça c'est un ensemble holistique. Il faut sortir des silos pour aller vers une vision holistique qui intègre tout. En fait, la difficulté que nous avons, c'est que les normes ont été établies, encore une fois, on ne peut pas toujours accuser le passé puisque ça a été fait dans des circonstances et c'était fait pour le bien des uns et des autres. En France en particulier, on aime bien dire précisément comment il faut faire. La bonne nouvelle,
moi qui ai vécu, j'aimais pas les années principe de précaution. Parce que principe de précaution, ça veut dire qu'on est dans l'immobilisme. Et en fait, on ne fait rien. J'aime bien cette période d'innovation, donc de transversalité. On discute, je vous assure, pendant les années de principe de précaution, on n'aurait pas discuté avec Sogaris, on n'aurait pas discuté avec les fabricants d'automobiles, on n'aurait pas discuté avec toutes sortes d'innovations, de services, etc. Aujourd'hui, les dialogues sont établis. Maintenant, nous sommes des êtres humains, il faut qu'on apprenne à se connaître et puis qu'on comprenne tout ce qui est à notre disposition et comment on peut travailler ensemble. Et moi, j'aime bien cette période où on expérimente, où on réfléchit ensemble, on met les sujets sur la table. Par moments, on peut ne pas être d'accord, mais à la fin, il y a des idées qui sortent et on avance. C'est compliqué parce qu'on a des immeubles existants. Et vous avez tout à fait raison, parce que cette question de santé, je disais bien-être, mais santé, qui fait partie des sujets qui nous importent, c'est une question cruciale dans la période qui vient. Le coût de la sécurité sociale, le coût de la santé pour les gouvernements, mais pour chacun d'entre nous, ça devient tellement important que nous devons mettre tout ça au service ultimement de cette santé. Mais pour pouvoir le faire, on passe par des étapes et on ne sait pas tout. On ne sait pas tout et ça prend du temps. Prenons par exemple dans la construction, nous avons été dans des filières béton pendant très longtemps. Passer de la filière béton à la filière bois, c'est ce que vous indiquez, monsieur. C'est comme l'histoire d'aller au Danemark ou ailleurs pour construire. On n'a pas les moyens de le faire. Il faut qu'on soit volontariste. Il faut qu'on se dise, vous savez, comme les enfants, pourquoi ? Et qu'on ne lâche pas tant qu'on n'a pas, je le dis aux jeunes générations, vous êtes le seul très jeune autour de cette table, pardon, et je dis aux jeunes générations, ne prenez jamais non, comme on dit en anglais, pour une réponse, continuez à nous challenger, à poser des questions, parce que c'est comme ça qu'on avance dans la période qui vient. Et on a besoin que les scientifiques travaillent avec nous. Pendant très longtemps, les scientifiques, nous dans nos métiers, les logisticiens, c'était à peu près la même chose. On était très complexés vis-à-vis des scientifiques. Ils ne nous parlaient pas. On était quand même des gens un peu basiques. Et nous, on avait peur de leur parler. Il faut qu'on se parle. Il y a des tas de choses qu'on peut inventer ensemble, qu'on peut imaginer ensemble, qu'on peut valoriser ensemble. Vous parlez de des prises électriques. Attention à la production d'électricité. Comment cette électricité est produite? Comment on peut mettre ensemble des énergies renouvelables? Comment on peut rendre nos immeubles vertueux, ne serait-ce que par la climatisation, par les éclairages, etc. Apprendre à éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. On a appris quand on était enfant. Donc tout ça, ça fait partie de tout un ensemble de choses. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a laissé énormément de choses à faire aux jeunes. Prenez la place et challengez-nous et poussez-nous, je parle pour moi, à être encore meilleurs et à ne pas rester figés. Mais nous pouvons le faire. Au CODEV, avec les habitants d'Île-de-France, nous travaillons énormément de la métropole. Nous avons ces soucis de la qualité de l'air, la ZFE qui a été créée par la MGP. C'est un vrai changement. Je vais vous autoriser aucun acronyme, en fait. Pardon. La ZFE, c'est la zone à faible émission de bruit. Parce qu'effectivement, la pollution de bruit, c'est une pollution très importante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les logisticiens, maintenant, ont plutôt des camions électriques. Alors, ça pose le problème, parce qu'on ne les entend pas venir. Et surtout, quand on a mon âge, on les entend encore moins venir parce qu'on commence à être un peu dur d'oreille. Donc, il faudrait qu'on puisse créer la facilité pour cela. Voilà. Jonathan, je ne sais pas si vous voulez dire un mot encore ou je peux poser ma question. Juste un mot sur notamment le lien entre réglementation et innovation. Alors, effectivement, il faut savoir dépasser l'audace pour aller innover. Je pense qu'un sujet, peut-être pour revenir à cette question de la logistique, en tout cas du transport de marchandises, qui est un des sujets au fond de la vie en ville, un sujet qui est aujourd'hui presque notre quotidien, c'est la vitesse de l'innovation. La vitesse de l'innovation et de fait ce que ça entraîne comme changement profond. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas rare de voir des livreurs, indépendamment des conditions sociales dans lesquelles ils évoluent, mais sur cette question de la technologie et de l'innovation, devenir des livreurs chez vous avec des colis dans des vélos cargo, dans des petits véhicules. C'était encore impensable il y a de cela 5 à 10 ans. Et sans doute que
dans 2 à 3 ans, on sera encore sur des choses très très différentes. Donc c'est vrai qu'on est sur un sujet à la fois délicat où il faut penser cette espèce d'avancée ensemble entre à la fois l'innovation, la capacité à la favoriser, en tout cas à ne pas la décourager, et une réglementation qui de fait encadre. Et c'est vrai que la réglementation, y compris pour installer des sites de logistique urbaine en plein centre de Paris par exemple, c'est très très compliqué, très compliqué. La deuxième chose importante, vous parliez de la question de la santé. Et juste là-dessus, on voit bien que cette question du transport de marchandises, je dirais même plus largement de la mobilité en réalité en ville, elle a un impact sur la santé qui est central. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Le transport de marchandises, c'est à peu près 15% du parc de véhicules à Paris, et c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un effet qui est absolument terrible. Donc il faut à la fois accompagner les exploitants, pour les aider à transformer la manière dont ils fonctionnent, mais il faut aussi plus largement que nous-mêmes, on ait une forme de conscience citoyenne, ou en tout cas personnelle, de l'impact que ça a à un moment donné de venir se faire livrer avec une camionnette qui au fond va polluer davantage que simplement le fait d'allumer la lumière chez soi. Et ça c'est quand même une vraie difficulté. C'est comment on arrive aussi à faire redescendre au fond cette problématique environnementale, mais liée à des sujets du quotidien, jusque directement sur notre conscience citoyenne. Et justement, si je peux prendre la main, Prenez-la. une des questions qu'on se pose, une des méta-questions qu'on se pose derrière la logistique urbaine, c'est finalement est-ce qu'il faut laisser faire le marché? C'est-à-dire, est-ce que vous devez toujours courir après la dernière mode, la dernière tendance? On voit qu'on est passé de livrer des palettes à des magasins à livrer des petits produits à des particuliers. Est-ce que, alors, je m'adresse plutôt à vous parce que je dirais que vous avez des clients. Est-ce qu'il faut toujours suivre ses clients? Est-ce que c'est le marché finalement, on compte sur la main invisible du marché et puis ça va finir par se régler? Ou au contraire, il faut commencer à mettre des normes, y compris d'entreprises, à travers la RSE ou à travers des guides qui sont plus stricts. Concrètement, en fait, quand on évoque le sujet de la logistique urbaine avec les gens, ces sujets reviennent tout de suite. C'est finalement, oui, mais les gens n'ont qu'à pas commander, il n'y a qu'à pas livrer en 2 heures, parce que où est-ce que ça va s'arrêter? Donc c'est une question complexe, mais je pense qu'elle mérite quand même d'être posée. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'on peut laisser continuer cette espèce de réponse la plus immédiate, la moins chère, parce qu'on sait que maintenant on a des acteurs, et leurs noms ont été cités, qui sont capables de le faire, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Donc comment est-ce que vous traitez ça? Et puis en élargissant, est-ce qu'il faut revenir à quelque chose qui est extrêmement réglementé, extrêmement administré, ce qui va un peu à l'encontre de ce que vous venez de dire sur l'audace et l'innovation? Donc pardon pour cette question complexe, mais quand même sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut continuer à suivre le marché longtemps? Est-ce qu'il va se réguler? Ou est-ce qu'il faut au contraire reprendre en main? Et qui doit reprendre en main? Il y a le marché, il y a la société. Oui. Je pense que vous parlez de la société en réalité en bonne partie. Après, on reviendra sur la question du marché, mais aujourd'hui, il est vrai que au fond, il y a des habitudes de consommation qui se sont développées et qui font qu'il suffit d'appuyer sur un bouton aimanté sur votre frigo pour qu'on vienne vous livrer 3 paquets de lessive. Voilà, et ça se trouve même, vous en avez déjà 4 de réserve que vous n'aviez pas vu. Non, mais c'est ça aussi la difficulté dans laquelle aujourd'hui on est livré. Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que profondément, et là on en arrive peut-être à des éléments de marché, c'est que il y a aujourd'hui, le citoyen ne paye pas le vrai prix, d'accord, de ces modes de consommation. Il ne paye pas le vrai prix monétairement parlant, et on le sait parce qu'il y a des entreprises qui, au fond, d'une certaine manière, absorbent le supplément de prix que vous devrez payer, parce que c'est une manière aussi pour elles d'être plus concurrentielles. Et puis, ils ne payent pas aussi le vrai prix environnemental. Ça, c'est un vrai sujet. Et en soi, la logistique urbaine, pour y revenir, ma conviction, c'est qu'elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est soit le soutien d'un cercle qui peut être vertueux, si on a la capacité de pouvoir y mettre, je dirais des contraintes, prenons le mot, mais en tout cas un encadrement des règles environnementales, de telle sorte à faire en sorte que les exploitants, les utilisateurs et les citoyens d'ailleurs que nous sommes intègrent ces externalités, ou soit ça peut être un cercle vicieux, c'est-à-dire au fond la continuité de ce que c'est aujourd'hui, une désorganisation des flux de marchandises, des problèmes de santé, on les a évoqués, qui au fond vont continuer à se concentrer là où les véhicules passent le plus, d'accord? Et le choix, il est là. Et donc, je ne sais pas si la logistique urbaine peut sauver la planète, et je ne vais pas y répondre tout de suite, rassurez-vous Stéphane, mais néanmoins, je pense fondamentalement qu'elle donne l'opportunité d'un choix, et que la question, elle est là. Corinne Lepage.
Il y a beaucoup de sujets que vous avez abordés en même temps. Le marché, mais le marché pur et parfait, ça n'existe pas. Il y a une régulation du marché qui se fait. Donc de toute façon, il faut des règles du jeu. Il faut au niveau de la concurrence, on regarde les règles du libéralisme, c'est une concurrence pure et parfaite dont on sait qu'elle n'existe pas. Mais enfin, il faut quand même essayer d'y tendre. Et s'il n'y a pas de règles, c'est le gros qui mange le petit et il n'y a plus de concurrence du tout. Donc voilà, il faut une régulation du marché. Et là où je voudrais réagir, parce que je suis entièrement d'accord, c'est la question des externalités. Tant qu'on n'aura pas résolu la question des externalités, on n'aura pas avancé. Alors, quand on parle d'externalités, on pense évidemment à la taxe carbone, qui est dans l'air du temps, mais il n'y a pas que la taxe carbone. Il faudrait qu'on puisse avoir une vérité écologique du prix. Et à ce moment-là, vous vous rendez bien compte, si vous payez réellement le coût de la prestation que vous demandez, c'est beaucoup plus cher. Et donc, vous ne le faites pas nécessairement, et parce que vous avez une traduction. Sauf que notre système économique, je dirais, il est organisé de manière quasiment contraire. Quasiment contraire. Sur les bâtiments, par exemple, j'avais été très impressionnée d'entendre, mais il y a déjà 10 ans, la présidente à l'époque d'Affin, qui était un grand organisme de financement, expliquer que c'était, en fait, si on calculait sur le long terme, beaucoup plus rentable de fabriquer des bâtiments qui étaient économes, ça se passe il y a 10 ou 15 ans, que de fabriquer ce qu'on fabriquait. Sauf que l'acquisition, lorsqu'elle se faisait, elle ne se faisait pas avec l'intégration du prix sur 30 ans et combien va me coûter les charges générales et combien va me coûter, etc. Non, c'était vraiment que le prix du bâtiment. Et si on calculait comme ça, ce n'était pas intéressant, effectivement, d'acheter un bâtiment qui serait très économe en énergie, etc., etc. Voilà, donc on a un vrai travail à faire sur les mécanismes de construction des prix, sur la comptabilité, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Et ça, je pense que c'est un énorme sujet qui est sur la table, qui, à mon sens, aujourd'hui, n'est pas traité. Je pense que vous posez la question de fond qui est posée sur le prix des choses et les habitudes qu'on a, les externalités, comment on les traite. Moi, j'ai quelques observations, mais qui valent ce qu'ils valent modestement. La première, c'est de dire que le libéralisme, de mon point de vue, est l'ennemi du capitalisme, parce que la protection du capital nécessite des règles. Or, libéralisme, comme vous dites, c'est la loi de la jungle et c'est l'absence de règles. Donc ça, ce n'est pas bon. La deuxième chose, c'est que pour défendre ce capital financier, on ne peut pas le faire sans défendre le capital humain et le capital social et le capital environnemental qui en découle parce que nous vivons dans un environnement. Donc pour moi, ces trois capitaux-là sont les mêmes et doivent être défendus sous la même bannière. Parce qu'au fond, si on bâtit tout ça pour qu'il n'y ait personne dedans ou que des gens malades, ça ne sert à rien. Et pour qu'on achète tous des déambulateurs, ça ne sert à rien. Si vous voulez, je n'ai rien contre les déambulateurs, mais enfin, je veux dire, c'est qu'on mette que des robots partout. Donc on a besoin de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut défendre et quelles décisions on va prendre. Vous avez raison, il y a une quinzaine d'années, la question se posait quand les premières lois, vous savez, en 2006, quand Nicolas Hulot a fait signer à tous les candidats à l'élection présidentielle une charte environnementale que tout le monde est allé signer. À ce moment-là, j'avais une opération... le CSTB venait de sortir les premières normes HQE, haute qualité environnementale. Le CSTB ? CSTB, c'est le centre technique du bâtiment, et le S, je ne me souviens plus, scientifique et technique du bâtiment. Voilà. Venait de sortir la première norme haute qualité environnementale, et j'avais une opération, j'avais dit, voilà, on va être conforme et on va être, laver plus blanc que blanc, on va être maximum. Un bid commercial. Personne ne voulait louer cet immeuble parce que c'était too much. Et à l'époque, les gens disaient, voilà, il y aura 2 catégories de bâtiments,
les énergivores pas chers et les vertueux très chers qui sont destinés à une élite. C'était ça le discours. Le document est signé, les élections présidentielles sont passées, le Grenelle de l'environnement est lancé, l'immeuble est loué en 2 temps, 3 mouvements, ça devient un hit et on ne revient plus en arrière. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des paliers qui sont franchis, et on ne se rend pas compte, ce sont aussi des paliers sociétaux. Aujourd'hui, ce qu'il faut observer, c'est que globalement, les paliers sociétaux sont franchis très rapidement et que la conscience est collective. Ce n'est plus une conscience de génération, de jeunes, de vieux, de citadins, de gens qui vivent à la campagne, de riches, de pauvres. C'est une conscience collective. Donc, appuyons-nous dessus, parce que si on veut défendre un monde avec 7 milliards d'habitants, vous savez, on dit souvent 1% de la population mondiale à 50% de la richesse. Moi, la question que je me pose toujours, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais surtout, 1% de 7 milliards et demi d'habitants, ça fait 75 millions de personnes. 75 millions de personnes, c'est plus que la France. La France, c'est 66 millions d'habitants. Comme en plus ils sont très riches et qu'ils ont l'habitude d'être servis, donc ils ont besoin de plein de monde. Ils ne peuvent pas aller sur des îles désertes, les îles vont s'enfoncer dans l'océan. Donc nous avons aussi besoin les uns des autres et de réfléchir ensemble pour pouvoir travailler sur ces... Pardon, c'est une boutade, Merci, mais je pense que voilà. Jean-Louis Etienne, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, pour revenir au sujet de la circulation urbaine, puisque c'est un peu le cœur du débat. J'étais ce matin à Francfort, et alors là, on est surpris par les garages de bicyclettes. C'est géant, et il y en a qui arrivent à le mettre au troisième. Bref, c'est super organisé. On voit qu'à Paris, je pense que tout le monde ici vit à Paris, on voit les encombrements que ça représente de faire des pistes cyclables. On ne voit pas beaucoup de monde pour le moment sur ces nouvelles pistes, moi j'habite, mais il y a certainement une éducation à faire. Je ne peux pas vous laisser dire ça. De quoi? Non, mais allez-y, pardon, continuez. Non, vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les pistes cyclables? Non, j'habite à Beaugrenelle, donc il y en a une nouvelle, peut-être on ne la connaît pas. Donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais je le souhaite qu'il y ait du monde qui vienne dessus. Ça me paraît... Puis j'avais une question un peu naïve. La nuit, il n'y a personne. Est-ce qu'on peut livrer la nuit? C'est une question. Ça se passe déjà. Mais justement, c'était ma deuxième question, pardon. Là, vous disiez, c'est les transports, la logistique, mais c'est aussi le bâtiment. Ce qu'on constate, c'est que pour remettre des activités dans la ville, à un moment donné, il faut bien les mettre quelque part. Et en gros, l'humain fonctionne un petit peu toujours de la même manière, c'est-à-dire il veut bien être livré pas cher, voire gratuitement et en 1 heure, mais il ne veut pas avoir l'entrepôt en bas de chez lui. Il veut être livré rapidement, mais il ne veut pas le camion. Il veut la gare, mais il ne veut pas la ligne TGV. Enfin, vous connaissez tout ça. Donc, comment est-ce que concrètement, on arrive à régler ces soucis-là? On appelle ça le Not in my backyard, là, le NIMBY. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on est moins dans la réglementation que dans la pédagogie. La pédagogie vis-à-vis des habitants, mais la pédagogie aussi vis-à-vis des élus, et puis j'imagine aussi vis-à-vis des professionnels, de leur dire, évidemment, ce serait formidable d'avoir 50 000 m² à proximité d'un échangeur, d'un aéroport et d'un port, mais on aimerait bien aussi que vous développiez des nouveaux formats, même si c'est plus compliqué, dans les villes, dans les quartiers, voire dans les immeubles. Donc concrètement, en fait, on voit tous la solution, et on la voit depuis longtemps. Comment est-ce qu'on met ça en œuvre concrètement pour remettre des activités déjà de logistique, mais voire des activités de production dans la ville et dans les immeubles? Nous avons des systèmes de livraison, ne serait-ce que pour nos restaurants d'entreprise, pour nos collaborateurs, parce qu'on a des click and collect un peu partout. La livraison la nuit, dans des zones très mixtes, et il faut qu'on soit dans des zones mixtes, ça crée des perturbations pour les voisins, et là on peut être sûr qu'on va se faire taper sur les doigts, n'est-ce pas, matin, midi, soir. Mais la logistique du dernier kilomètre existe déjà et on ne le voit pas. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a réellement besoin d'être livré le lendemain matin de quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire pour sa survie? Est-ce qu'on ne peut pas être livré 3 jours après? Il faut aussi peut-être se poser cette question, vous savez, d'être un peu en économie un peu plus lente. On n'est pas forcément nécessaire de l'avoir le lendemain matin. Des médicaments, oui. Je ne sais pas moi, des produits très importants pour la santé, mais ça, je sais, un vêtement,
je ne suis pas certaine que ça soit utile que ça soit livré en 24 heures. Pardon. Non, mais je prends bien ce point-là, mais c'était un peu ma question d'avant. Là, concrètement, si on veut mailler, si on veut remettre des activités dans un bâtiment, comment ça se passe? On est en compétition en termes de coûts. Hein, je veux dire concrètement, quand on est à 10 000 € le mètre carré, est-ce qu'on arrive à rentabiliser un entrepôt logistique? Non. Comment fait-on concrètement en fait, pour remettre des activités, même si on est d'accord, je veux dire, à un moment donné, il va falloir dire stop à cette inflation de la demande. Mais est-ce que c'est pas... moi, je vais défendre le consommateur. Il le fait parce qu'on lui propose. Je ne suis pas sûre que spontanément, si on vous dit est-ce que vous voulez être livré dans les 24 heures, 48 heures ou une semaine, bah, si on peut être dans les 24 heures, que ça coûte la même chose qu'une semaine, bah, on va prendre 24 heures. Bon, si on vous dit, bah, voilà, les médicaments, c'est 24 heures et tel type de produit, c'est 3 jours, je ne suis pas sûre que ça ferait la révolution. Mais pour revenir à la question générale que vous posez, c'est un sujet qui est très intéressant, que Emma connaît bien. C'est tout le sujet de comment est-ce qu'on prend des décisions avec les autres. C'est le problème de la co-construction des décisions à impact. Oui. Ma petite expérience de ces sujets m'a quand même appris que bien souvent, à l'origine des rébellions des gens, quand on veut installer quelque chose, c'est un comportement vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, écoutez, voilà, on va faire ça devant chez vous, on va vous faire une enquête publique, mais de toute façon, on peut raconter ce que vous voulez, on s'en fout complètement, la décision, elle est prise, on va faire ça. Ça ne marche pas. Évidemment, ça ne marche pas. Mais si en revanche, il y a une co-construction qui certes prend plus de temps, qui certes va probablement demander des changements par rapport à ce que le promoteur ou l'exploitant avait imaginé au départ. Mais au moins, il va le faire dans un consensus et il gagnera énormément de temps. Et en plus, il fera son projet parce que souvent, autrement, il ne le fait pas du tout. Le projet. Voilà, donc je pense que on touche à un sujet de fond très important, issu de ce qu'on appelle la démocratie participative, et où nous, on a beaucoup de mal à avancer sur ces sujets-là. Il y a des pays où les choses se font de manière beaucoup plus apaisée que chez nous. Et ça, je pense que c'est très lié à une vision très jacobine de l'organisation française et du fait qu'il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas, puis ceux qui ne savent pas, ils n'ont qu'à écouter ceux qui savent. La société ne marche plus comme ça. Il faut aussi innover dans la manière de faire, c'est ça votre propos? Oui. Et peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Corinne Lepage, je pense que pour réussir à réimplanter de la logistique en ville, donc pour peu que ce soit une des solutions pour faire en sorte que cette logistique urbaine soit effectivement plus vertueuse, je pense que Mecca Brunel tout à l'heure a donné la clé, c'est-à-dire qu'il faut à la fois le faire bien, donc y compris le faire avec l'ensemble des habitants, parce que par ailleurs c'est eux derrière qui seront aussi directement confrontés à la vie de ce bâtiment et de son exploitation. Il faut faire la démonstration que ça marche. Peut-être que pour le coup, les scientifiques, en tout cas les évaluateurs, peuvent nous aider à le démontrer, que ça marche sur le plan économique, parce qu'il s'agit de pouvoir le refaire encore derrière, que ça marche aussi sur le plan environnemental, parce que la collectivité au sens large est en droit de savoir au fond si le fait qu'elle accepte ce type de bâtiment, c'est positif pour elle. Et puis il faut le faire et le refaire jusqu'à ce que l'on passe les fameux paliers, qui fait qu'au fond, peut-être que dans 5 à 10 ans, ce sera assez normal de réintégrer, quand on fait une opération d'aménagement ou que sais-je, l'espace de logistique urbaine, de distribution, qui fait que les camionnettes ne circuleront pas de manière anarchique à l'intérieur du quartier, mais qu'au fond, on aura bien organisé son fonctionnement et que de fait, on viendra réduire les émissions de gaz à effet de serre et toutes les nuisances qui lui sont associées. Et je pense que le sujet essentiel aujourd'hui, et c'est la grande différence, en tout cas à mon sens, d'il y a 5 à 10 ans, c'est que on est passé dans une phase où la demande, notamment la demande issue des consommateurs, donne la possibilité de peser sur les conditions de construction de ce fameux nouveau marché immobilier qui est celui des entrepôts en ville. Et que donc il faut absolument se saisir de cette opportunité pour pouvoir, en plus de démontrer la viabilité économique, démontrer qu'on sait pouvoir y mettre des conditions environnementales qui donnent un sens et qui permettent leur acceptation et qui permettent aussi derrière leur pérennité, parce qu'on ne le dit pas, mais il y a un sujet quand même quand on parle de la ville qui est le sujet des politiques publiques. Et
qu'aujourd'hui, les politiques publiques en milieu urbain, elles vont quand même vers une lutte contre le dérèglement climatique qui, d'une certaine manière, se manifeste par la contrainte à la circulation au sens large du terme, en premier lieu par la circulation des poids lourds, et que de fait, y compris pour un investisseur, pour un utilisateur ou que sais-je, avoir un bâtiment qui fonctionne bien, c'est aussi s'assurer la pérennité de son fonctionnement dans la durée, et ça, je pense que c'est extrêmement important. Justement, je lisais en venant ici un texte qui s'appelle Le nouvel urbanisme parisien d'un adjoint au maire de la ville de Paris qui mettait vraiment l'accent sur cette notion d'urbanisme circulaire, de résilience, et j'ai lu que le permis de construire, par exemple, devrait inclure, alors je ne sais pas si juridiquement c'est carré, mais devrait inclure les destinations possibles, non seulement la destination proposée, mais aussi les destinations possibles, et le retour en arrière, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on peut avoir une réversibilité sur les bâtiments, sur les constructions. Et ça m'a vraiment interpellé parce que ça ressemble un peu à une nouvelle contrainte, mais ça ressemble aussi à finalement cette logique de système dont on est en train de parler ici. Donc, est-ce que on a parlé de l'utilisation, on a parlé des transports. Est-ce que dans la construction même, la construction c'est un énorme client de la logistique. Je veux dire, pour construire un bâtiment comme ça, il faut souvent en détruire un d'abord, donc c'est de la logistique. Puis c'est du transport, puis il faut en remettre. Est-ce que dans la construction elle-même et dans la conception de la ville, dans la planification de la ville, est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de réinventer la manière de faire pour que dans les écoles, dans les administrations, chez les professionnels, on pense systématiquement circularité, on pense remise en état, on pense future destination, on pense qu'un parking, c'est mieux s'il est un petit peu plus petit pour faire des logements ou au contraire un petit peu plus grand pour rentrer des camions plus tard. Enfin, je pense que vous avez beaucoup d'exemples là-dessus. Jean-Louis Etienne, pardon. Non, j'avais une proposition de travaux pratiques. Si par exemple on voulait consacrer un étage pour stocker un entrepôt urbain, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça veut dire qu'il y a des camions qui arrivent, j'essaye d'imaginer le circuit que ça représenterait. Par exemple, oui, un étage comme ça, vous transformez en entrepôt urbain. Alors déjà, il faut négocier avec Mecca Brunel. C'est très voilà, important. c'est l'étape 1. Avec WeWork, qui est un grand travail. Non, vous voyez, j'essaie d'imaginer les camions, comment ça circule, comment ça... Alors ici, il faudrait faire pas mal de choses. Effectivement, vu les surfaces qu'on a ici, il faudrait sans doute pouvoir y faire venir des camions, 26 tonnes à minima, parce que sinon on aura du mal. C'est 26 tonnes un dépôt? Non, ça peut être 19 tonnes, 26 tonnes, 44 tonnes, mais plus c'est gros, si vous voulez, plus vous avez de surface, et plus il faut faire venir beaucoup de camions. Donc l'utilité, c'est d'en faire venir moins, mais plus grand. Mais ici, c'est un petit centre urbain, on va dire. Oui, mais vous avez beaucoup de surface, finalement, pour un petit centre urbain, donc il faudrait au moins faire venir plusieurs 26 tonnes. Et puis, vous avez des problématiques de réglementation qui peuvent être assez importantes. On y revient, pour le coup. Ouais. J'en ai pas rajouté tout à l'heure, mais je me retrouvais assez bien dans le problème des bornes électriques qu'évoquait Mecca Brunel. Et puis ensuite, il faut trouver un exploitant, c'est-à-dire un utilisateur qui va être intéressé à venir fonctionner dans un site comme celui-ci. Il a un avantage incroyable, c'est qu'il est dans Paris, au cœur de Paris, on dirait, pour des acteurs comme nous. Et puis, il a quand même quelques inconvénients, c'est que il va vous obliger peut-être à travailler en hauteur, il va vous obliger aussi à adapter en fait la manière dont vous fonctionnez, votre process logistique, pour venir, je dirais, vous insérer dans un fonctionnement, vous voyez, en rectangle, peut-être devenir en hauteur. Et donc, voilà, tout le sujet, c'est celui-ci. Peut-être, du coup, pour conclure, c'est que, et c'est ça qui est assez aujourd'hui enthousiasmant, et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'innovation, c'est que la demande est tellement forte en surface logistique, que l'offre est tellement faible, que les acteurs de la distribution, alors il y en a plein, FedEx, Chronopost, pour parler de ceux qui font de la distribution même, et puis les utilisateurs au sens large du terme, la grande distribution par exemple, ces acteurs-là acceptent aujourd'hui de venir adapter leur propre manière d'opérer pour pouvoir au fond se conformer au fait de pouvoir délivrer rapidement des colis. Vous voyez ? Donc, je ne dis pas qu'on n'y arriverait pas, on y arriverait peut-être. Il faudrait quand même beaucoup travailler, il faudrait beaucoup négocier, et puis surtout, il faudrait réussir à trouver un utilisateur intéressé pour venir s'y loger. Non, mais si le marché des dépôts urbains est intéressant, comme vous le dites, est-ce que ça peut se faire aux dépens de l'habitat ?
C'est difficile de répondre à cette question qui est quand même une question fondamentalement politique, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a des élus qui au fond sont aussi là pour décider et pour présider à la destinée d'une ville et donc pour arbitrer à un moment donné entre l'habitat, le bureau, la logistique. Mais vous dites quand même on manque de surface logistique dans des villes comme Paris. Ouais. C'est le message. Logement. Moi, si je puis rebondir là-dessus, d'abord, ici, c'est une restructuration d'un immeuble existant. Donc, ce n'est pas un immeuble neuf, c'est de l'économie circulaire. On a utilisé ce qui existait. Si jamais vous faites venir un camion de 18 tonnes ici, il faudra renforcer les fondations sérieusement. Ça poserait quelques problèmes quand même de désordre. Non, mais c'était une idée de Oui, réflexion. mais hein, comme vous étiez dans les travaux pratiques, cher Jean-Louis, c'est que moi je suis ingénieur, donc tout de suite je vois les problèmes Oui. de fondation qu'il faut renforcer. Donc voilà, c'est un incident. Non, mais je pense que cette cohabitation existe et qu'il ne faut pas justement vouloir faire transformer un immeuble comme celui-là, 18 000 m² en centre logistique, mais il faut avoir cette mixité d'usage à différents endroits, à la fois de la logistique, à la fois de l'habitation, à la fois des bureaux, de la consommation, etc. Donc il faut qu'on ait cette capacité de mixité qui fait qu'on ne crée pas des exodes urbains et qu'on sorte de ce dogmatisme qu'on a vécu pendant des siècles, pas simplement ici, partout dans le monde. On habite à gauche, on travaille au nord, on consomme au sud, etc. et on fait du loisir au centre. Il faudrait qu'on sorte et qu'on retrouve finalement la notion du village, où il y avait tout autour de la place, il y avait du logement, il y avait de l'activité, il y avait les champs, il y avait la consommation, il y avait de la production, il y avait le café, il y avait l'église aussi, il ne faut pas l'oublier, et la mairie. Voilà, donc on pouvait tout avoir à proximité. C'est comme ça qu'il faudrait que ces villes deviennent attractives pour revenir aux fondamentaux. Finalement, les humains, depuis qu'ils existent, ils avaient besoin de ces centres où ils se retrouvent aussi. Parce que on ne doit pas justement exiler et éloigner les gens de cette relation humaine. Qu'est-ce qu'on a vu avec la crise des Gilets jaunes? Moi, c'est pour moi une crise d'étalement urbain, définitivement. On a poussé les gens à aller vivre loin et on leur dit maintenant, vous n'avez plus les moyens de payer le seul moyen que vous avez, qui est la voiture, pour accéder à votre travail, à vos loisirs, parce que c'est des gens qui travaillent. Et finalement, où est-ce qu'ils se sont retrouvés après être passés derrière les écrans et les réseaux sociaux, sur des ronds-points pour se retrouver, y compris pour fêter le Nouvel An? On a besoin de se retrouver, on a besoin des lieux d'échange où on va échanger, où on va parler, on va retrouver. On n'a pas besoin d'être seul sur une île déserte. Enfin bon, moi je suis très urbaine par tempérament, mais je pense qu'on a besoin de trouver cette espèce de cohabitation normale. Et pour revenir au projet urbain, depuis une vingtaine d'années, avec, je vais saluer Emmanuel Cos qui est ici dans la salle, nous consultons énormément avant qu'un projet sorte de terre. Nous consultons peut-être mal, peut-être que nous ne mettons pas les choses en avant, mais un projet immobilier, pour qu'il soit construit, alors ici c'est une opération de restructuration d'un immeuble, mais ça a pris au minimum 4-5 ans. Et quand on est sur des projets beaucoup plus longs, ça prend des dizaines d'années, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'ailleurs, l'une des difficultés qu'on a, c'est qu'il ne faut pas qu'on veuille absolument mettre en œuvre ce qu'on a décidé il y a 50 ans. Il faut peut-être qu'on l'adapte aux besoins du moment et qu'on se pose des questions, dans certains cas, sur les projets qu'on lance. Mais cette habitude de consultation, on l'a prise. Et aujourd'hui, quand on fait un projet immobilier, il n'y a pas simplement le promoteur et son architecte, il y a au moins 50 personnes autour de la table, y compris les gens de responsabilité sociale et environnementale, les gens qui travaillent dans l'innovation, les services de demain, la manière dont on va occuper le site pendant le temps des travaux. Parce qu'il faut animer le quartier. On ne peut pas simplement dire, voilà, on va mettre un chantier, on ne peut pas circuler, il n'y a rien à voir. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas non plus faire venir les gens pendant le temps de chantier. Mais on occupe aussi en attendant que les travaux démarrent. Donc, on a changé complètement. Alors, on a encore beaucoup de progrès à faire. Heureusement, la perfection n'est pas de ce monde. Mais on va vers cette intégration et cette consultation permanente. Et qui nous amène à prendre des décisions. La consultation participative a ça qu'il faut faire des dénominateurs communs, qui sont évidemment, chacun d'entre nous avait une idée de la perfection. Mais qu'est-ce que c'est sympa quand on travaille ensemble? Et c'est en cela que je dis, je suis très contente d'être dans cette période innovante
où on partage, on réfléchit, on se prend la tête, on revient le lendemain et on fait aussi l'équation économique. Mais on y arrive quand même à trouver des voies et moyens d'y arriver. Et puis, de tenir compte de la réversibilité, mais qui n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Mais ça ne fait rien, on y réfléchit tout le temps. Le texte dont vous parlez, je pense que c'est le texte de Jean-Louis Missica. Nous avions un projet sur l'avenue de la Grande Armée. Avant que je prenne des responsabilités de la société, il était prévu de tout raser, de construire à neuf. Renault, Peugeot, c'est ça? Peugeot. Peugeot, pardon. Voilà, le siège historique. Et puis, très amicalement, il m'a tenu la main et il m'a expliqué que si c'était un projet neuf, il n'y avait pas de permis. Et que ça serait bien qu'on réfléchisse en économie circulaire. Cette incitation amicale nous a amenés à réfléchir et on est très très content du projet d'économie circulaire parce qu'on a découvert des choses qu'on n'imaginait pas et il a fallu qu'on se remette en cause. C'est comme ça que ça fonctionne et je le salue par rapport à cette pression très sympathique et amicale. Voilà. Oui, pour ajouter un mot sur la question de la mixité, la cohabitation en fait entre les différentes fonctions qui constituent la ville. Je pense qu'il ne faut pas tomber d'un excès à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir mettre de la logistique urbaine partout, parce que sinon ça va... Les habitants à l'extérieur. Oui, puis non mais globalement c'est de toute manière pas le sens, parce qu'on parle d'une logique d'adaptation. On n'est pas à un moment donné on essaie de répondre à des besoins qui sont aujourd'hui croissants, mais qui sont pour le moins identifiés. Il y a plusieurs enjeux. D'abord, il faut effectivement, sur des endroits qui s'y prêtent, et je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux endroits qui s'y prêtent, c'est-à-dire des parkings, des endroits, des sous-phases d'infrastructures, des sites au fond qui sont aujourd'hui non utilisés, mal utilisés. Ces sites-là, il faut voir comment on sait pouvoir les transformer. Ça, je pense que c'est un élément essentiel. Et ça, c'est des sites urbains. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de logistique urbaine sans logistique, c'est-à-dire qu'il y a une interdépendance très forte entre ce qu'on voit aujourd'hui, les flux de camionnettes en ville, et puis les camions qu'on voit finalement sur les grandes autoroutes. Et donc il faut aussi penser ce lien-là, c'est-à-dire que la logistique urbaine, elle dépend très très largement de ce que font les entrepôts qui viennent ceinturer les villes. Et Laetitia Dablan l'a bien expliqué tout à l'heure, on voit des schémas qui s'homogénéisent de plus en plus. Les entrepôts reculent progressivement, et puis on cherche à y revenir de manière assez désordonnée. Donc cette ceinture d'entrepôts qui est tout autour des grandes villes, je pense qu'il est aussi important de regarder de près comment ils fonctionnent et de voir comment ils peuvent eux aussi mieux participer au fonctionnement urbain et comment d'une certaine manière, eux aussi participent à réduire l'impact environnemental du transport de marchandises. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur les aspects urbains, il faut penser réseau. Merci. Dans 2 minutes, je voudrais donner la parole au public si vous avez des questions. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, peut-être Corinne Lepage et Jean-Louis Etienne? Je voulais dire un mot sur la question de la réversibilité, la question que vous avez posée. Je pense que c'est une question très importante, mais en fait, on n'a pas vraiment les outils. Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on devient au-delà de 2040. Jusqu'en 2040, on sait ce qu'on devient. C'est-à-dire qu'on va se prendre 2 degrés. Je parle sous ton contrôle. Oui. Voilà. On va se prendre 2 degrés, quoi qu'on fasse, on sait que c'est ça. C'est 39, 2 degrés. C'est énorme. Grosse fièvre. Donc déjà, il faut imaginer ce que c'est 2 degrés, quand on voit ce qu'on a déjà avec un petit degré. Mais après 2040, et un bâtiment, on ne le construit pas pour 20 ans. On devient quoi? Qui sait? On n'en sait rien du tout. Ça dépend de ce qu'on va être capable de faire, d'une part, et ça dépend des mécanismes qu'on n'aura pas déclenchés. Là aussi, je parle sous ton contrôle. Si les océans ne font plus leur boulot de stockage du CO2 au hasard, si le permafrost relargue 25% d'émissions de gaz à effet de serre en plus, même si on fait beaucoup d'efforts, il faudra en faire beaucoup, beaucoup plus pour rester dans des zones où l'humanité peut encore vivre. Donc, adapter, je pense que c'est des réflexions que vous menez, mais au-delà de 2040, c'est extrêmement difficile. Pourtant, il faut qu'on ait cette idée de réversibilité, de transformation, d'adaptation dans la tête en permanence et surtout. Et encore à Paris, on est loin de la mer. Les premiers problèmes, c'est les gens de la mer. C'est-à-dire les gens qui sont sur le littoral. Je crois qu'il y a un fleuve qui monte, qui a envie de monter très très haut. Oui, il y a un fleuve qui peut monter, qui peut faire de l'inondation. C'est de la submersion, mais ce n'est pas permanent. Quand vous êtes sur la côte atlantique et qu'on se prend je ne sais combien de centimètres
les maisons de bord de mer, c'est fini. Donc l'urbanisme dans ces zones-là, c'est encore une toute autre approche. C'est de dire comment on recule. Comment est-ce qu'on va aller mettre nos installations à les 5 km à l'intérieur? Comment on finance ça? Comment on a une acceptabilité sociale de cela? Je terminerai juste avec une anecdote. En 1995, j'ai fait la première application de ce qu'on appelle la loi Barnier, c'est-à-dire la loi qui permet d'exproprier les gens en cas de grand risque. Ça concernait une montagne qui s'appelle la Séchilienne, dont on savait mathématiquement qu'elle allait s'effondrer. Et donc, il y avait 350 personnes qui vivaient là, et il fallait donc qu'elles partent. Donc, j'ai pris un décret d'expropriation, mais j'ai d'abord été voir les gens, naturellement. Et j'ai été reçue comme vous pouvez l'imaginer, ce qui est tout à fait normal. Et j'aurais été à leur place, j'aurais probablement été encore plus désagréable qu'ils ne l'ont été, parce qu'ils ne l'ont pas été tant que ça. En me disant, mais madame, on est là depuis 250 ans, depuis 300 ans, nos familles, nos maisons, etc. Je dis, oui, mais moi, l'État, je ne peux pas prendre la responsabilité que vous mouriez du jour au lendemain parce que la Séchilienne va tomber. Donc, ils sont partis. Le Conseil d'État m'a donné raison. Nous sommes 25 ans plus tard. La Séchilienne n'est toujours pas effondrée. Est-ce que j'ai eu raison de faire partir ces gens et de les priver pendant 25 ans de leur maison? Je ne sais pas. Sans doute pas. Mais voilà, c'est le type de problématique. Et je vous la livre parce que c'est des sujets, des questions qu'on va avoir de plus en plus sur la table à cause de l'incertain. Merci beaucoup pour cette mise en perspective. Jean-Louis Etienne m'autorise à passer la parole directement à la salle. Si vous avez des questions à nous poser, c'est maintenant, profitez-en. Vous avez ces personnes qui sont sur le côté avec des micros. Moi, je ne vous vois pas. S'il y a des questions, normalement, j'ai un complice qui pose la première question. Il est là. Merci. Il fut une époque où il n'y avait pas de pays, il n'y avait que des villes. Est-ce que vous pensez qu'on revient à cette situation? C'est-à-dire, est-ce que les villes doivent piloter les questions de la planète et de l'environnement, étant donné que je crois que c'est en 2030, 70% de la population mondiale sera urbaine? Pardon, je prends cette question évidemment sous le contrôle de Corinne Lepage et Jean-Louis Etienne. Cette urbanisation galopante, effectivement, est quelque chose qui est une donnée. Cette métropolisation est une donnée. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de réfléchir à la manière dont on va rendre cette cohabitation en ville la plus douce et la plus harmonieuse possible. Mais d'ores et déjà, les villes ont pris le pouvoir. Regardez le C40 Cities, les C40, eh bien, contre la vie, regardez, les États-Unis sont sortis des accords de Paris, mais la plupart des villes américaines sont dans l'accord de Paris et vont appliquer l'accord de Paris. Donc c'est déjà, ils ont pris la parole. C'est pour ça que je dis le volontarisme, quelque part, est là. On peut regretter tous ceux qui sont des négationnistes. De toute façon, ils verraient le soleil, ils diraient non, non, le soleil n'existe pas. Mais peu importe, nous allons continuer à être volontaires et à avancer là-dessus. Et de toute façon, il y a une telle densité urbaine qu'il faut absolument qu'on travaille là-dedans. Parce que non seulement il y a les 2 degrés qui est une moyenne, 2 degrés de moyenne, ça veut dire qu'il y a des moments où on a 10 degrés de plus ou 15 degrés de plus, mais il y a également, on avait vécu les 42 degrés à Paris un jeudi, on a vu quand même comme c'était compliqué, mais en parallèle de ça, il y a cette densité urbaine qui fait qu'on a encore plus cette impression d'étouffement et de santé que si on était évidemment en plein air et dans la nature. Donc on a absolument un rôle à jouer en tant que citoyen, citadin, et pas simplement dire que font les politiques, mais aussi considérer qu'on est tous partie prenante et qu'il faut qu'on travaille ensemble. On n'a pas le choix, de toute façon, marche arrière, c'est pas possible. Jean-Louis Etienne. Cette concentration urbaine, 75% en 2050, à peu près, c'est ce qu'on dit, ça va être des appels de puissance énergétique énormes. Énormes. Juste un exemple, pour faire tourner le RER et le métro à Paris, il faudrait 400 éoliennes de 2 MW. Les 2 mégas, c'est celles qu'on a dans nos campagnes. Et qu'il y a entre 15 et 20 km/h de vent. Donc le vent souffle,
tout le monde est dans le métro. Mesdames et messieurs, en raison d'une panne de vent, le métro s'arrête. Donc, ça illustre, si vous voulez, qu'il faut être prêt derrière à pouvoir compenser ces appels de puissance qui vont être importants. Beaucoup de ces villes vont être près de la mer, comme le disait Corinne Lepage. En ce moment, l'océan s'élève de 3,2 mm par an. Ça, c'est la moyenne. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ça va monter, il va y avoir des problèmes, effectivement, d'installation. Et puis, il faut donner à boire à tous ces gens. Donc, on évolue comme beaucoup de grandes villes, Barcelone, en Australie maintenant, Perth en Australie, c'est 60-70% de l'eau de boisson de Perth et vient de l'eau dessalée. Donc, la puissance que consomment les osmoseurs pour faire de l'eau salée et le digital. Vous voyez, donc il faut regarder et tout ça décarboné. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse part d'économie, une grosse part effectivement de renouvelables le plus possible, et puis des gros appels de puissance que je vous laisse imaginer, qui ne seront pas carbonés. Peut-être juste pour compléter, je pense que il y a une distinction entre le pouvoir et la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vrai que les villes, Gabriel l'a bien dit, au travers d'un certain nombre de dispositifs, d'associations, ont commencé à agir. La problématique, c'est celle de la responsabilité aujourd'hui. Les villes ont une responsabilité qui est centrale, déjà parce qu'elles y sont poussées aussi par le biais de ceux qui y vivent, électeurs, citoyens, que sais-je, parce que c'est aussi là, à un moment donné, que viennent se concentrer une bonne partie des nuisances liées au dérèglement climatique. Mais si on va un peu plus loin sur l'échelle de responsabilité, on peut aussi se dire que les entreprises, et je pense que ça a été extrêmement bien dit, ont une responsabilité essentielle. Vous avez pas mal d'entreprises aujourd'hui qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse le PIB de plus de la moitié des pays dans le monde. Et donc le vrai sujet, il est là, si vous voulez. En tout cas, moi, c'est ma conviction, c'est au-delà de ce que les uns et les autres pensent pouvoir faire, parce qu'ils ont le pouvoir de le faire, ou parce qu'ils se sentent le devoir de le faire, c'est la responsabilité que l'on a collectivement d'agir. Si on n'agit pas collectivement, et singulièrement sphère publique au sens très large du terme, et sphère privée, bon, c'est peut-être pas 2 degrés, ça va être encore bien pire que ça. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui, me semble-t-il. Bonsoir. En fait, c'est à moitié une question et une réflexion. Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement, écologiste, donc des sujets qui me passionnent. Je ne voudrais pas qu'on laisse l'impression qu'en fait on est plombé et que ça va très mal. Ça va très mal. Ça va très mal, mais en même temps, il y a de quoi espérer. C'est un sentiment peut-être difficile. C'est vrai que quand on écoute Jean-Louis, bah oui, il y a des choses qui s'aggravent, ça va de plus en plus vite. Mais il y a quelque chose à espérer, c'est que déjà, on est moins seul. Parce que ce que disent Jean-Louis ou Corinne il y a quelques années n'était pas entendu. Aujourd'hui, c'est partagé. On n'a personne qui s'est levé dans la salle en disant que vous racontiez des choses fausses. Donc, ça, c'est un progrès. Mais c'est très important. Vous avez parlé de conscience collective, et c'est ça aujourd'hui le moteur qui nous permet, me semble-t-il, de se poser des bonnes questions pour notre avenir et surtout l'avenir des générations à qui on lèguera cette planète dans je ne sais quel état. Et notamment, moi je veux le dire ici, le fait que la logistique s'intéresse à son impact sur la question de la crise climatique à l'échelle d'une ville, c'est énorme. Et c'est, me semble-t-il, un enjeu. Simplement, et vous en avez parlé un peu tout à l'heure, nous sommes dans un monde, notamment dans nos pays riches, un peu troublé actuellement, qui veut en même temps de l'écologie, mais qui a aussi du mal à vivre avec son voisin. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à lutter contre le dérèglement climatique tout en sauvegardant le vivre ensemble. C'est-à-dire que une ville dense et inclusive, ça veut dire qu'il faut plus de logements abordables, et y compris au détriment de parfois de certains espaces verts, si on permet une mobilité, une logistique à côté, et que par exemple on permet aux ouvriers de la logistique d'être payés correctement. Voilà, c'est un ensemble global, mais il me semble important d'avoir cette vision-là, et c'est vrai quand même que moi, je ne vous cache pas que travaillant aujourd'hui sur des projets urbains immobiliers, avoir des discussions sur les enjeux environnementaux avec des acteurs comme Sogaris ou Gessina, ça veut dire aussi tout le chemin qui est parcouru et qu'il est possible de faire. Et donc, tous celles et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. On a des moyens d'agir, simplement il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on se mobilise plus fortement, mais qu'on ne laisse pas ce discours définitif qui est que ça ne vaut pas le coup, même si ça pose des tas de questions.
Est-ce qu'on a une dernière question avant d'aller rejoindre le bar, le buffet, pardon? Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Nous avons tous une zone d'influence et de performance personnelle, professionnelle, familiale, politique. Je pense que si chacun, effectivement, on a la conscience de la situation, on a l'intelligence des solutions, c'est cette sagesse qu'il nous faut aujourd'hui, hein, et d'audace aussi pour les mettre en œuvre, quoi. Merci. Est-ce que c'est le mot de la fin? Oui. Je pense. Oui. Merci à vous, en Merci. tout cas, merci. Merci beaucoup.